C'est l'équipe du soir. Bonsoir, ravi d'être en direct sur la chaîne L'équipe avec vous. Aujourd'hui, un gros programme. On reviendra sur la défaite de l'AS Monaco face au Shakhtar Donetsk. On parlera également de l'Olympique Lyonnais qui vit un début de saison très compliqué et de Kylian Mbappé qui aurait décidé de rester au Paris Saint-Germain. Avant de vous présenter, mes camarades du soir, le sondage du jour. Cette question, elle est très simple, elle est facile. Est-ce trop tôt pour parler de crise à l'Olympique Lyonnais? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous votez. Le président du soir et le président de Ligue 2, Pierre Boubi. Bonsoir. On se quitte plus, mon cher Pierre. Ouais, je vois que vous appréciez ma présence, c'est très bien. Moi non, aussi. j'ai pas le choix, je ne choisis pas le casting. D'accord, très bien. Mais je suis très content de là. Bon, le monsieur Mercato de l'équipe du soir, Manu Longeon, comment allez-vous? Ça va, merci, très bien. Vous êtes en forme? Parfait. Bon, à côté de vous, vous avez un client quand même. C'est le Parisien de l'équipe du soir. Le Parisien? Il vaut mieux l'avoir en journal. Dominique Sévrac, ça va? Ouais, bien. Vous êtes en forme? Ouais, vous? Bah, très bien, je suis ravi de vous avoir. Vous êtes très beau. C'est gentil, vous aussi. Pour une fois. Ah, il est toujours obligé d'être méchant. Alors, je ne sais pas si je dois vraiment le lancer comme ça, mais on m'a dit que c'était ça, votre surnom, le journaliste de quartier Hugo Guimet. Bonsoir Giovanni, bonsoir. Qu'est-ce qui vous vaut ce surnom? C'est un surnom qui m'a été donné par Jean-Michel Aulas et je trouve qu'il me va bien. Bon. On est ici à Boulogne-Billancourt, comme dirait un grand penseur de Boulogne-Billancourt, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Ah, formidable. Allez, quelle entrée en matière. Et enfin, pour finir, un homme indispensable à l'équipe du soir, le Fennec, Nabil Djellit. Bonsoir à tous. Et Comment allez-vous? Très bien, pour rebondir sur ce que vient de dire Hugo, je garde la pêche. Bon, Bouba est à l'honneur ce soir, vous l'aurez compris, on va retrouver... Après vous, c'est plutôt je garde la mèche, quoi. Oui, exactement. Bon, il commence fort. Je sens que je vais avoir du grand Nabil Djellit ce soir. Forcément. On va aller voir Leroy Cabella, l'homme qui veut de bien, puisqu'il vous donne des infos et des cadeaux. Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Et ce soir, on fait gagner une BD en l'honneur de Cristiano Ronaldo. On va beaucoup en parler ce soir. Vous retweetez, vous followez sur le réseau social, le Twitter. A tout de suite. Évidemment, Twitter, pour gagner cette magnifique bande dessinée de Cristiano Ronaldo. Vous ne gagnez pas Cristiano Ronaldo, hein, c'est vraiment la bande dessinée. C'est trop cher, vous dites? Trop cher. Bon, on va parler maintenant de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui s'est incliné hier à Louis II face au Shakhtar Donetsk au barrage aller pour la qualification de la Ligue des Champions. Leroy, on va revoir les images de la rencontre. Oui, défaite de l'AS Monaco sur sa pelouse face au Shakhtar Donetsk. Et ça a très mal commencé dès la 19e minute de jeu. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Pedrinho au terme d'un joli raid solitaire que vous pouvez voir. Et puis il trompe le gardien, le troisième gardien de l'AS Monaco, Radoslav Majecki. Donc 1-0 pour le Shakhtar. Et puis 81e minute de jeu, la plus grosse occasion de l'AS Monaco, cette frappe sur le poteau de Myron Boadou, déviée par Troubine. Match retour mercredi pour l'AS Monaco. Merci beaucoup Leroy. Alors messieurs, malgré la défaite de l'AS Monaco face au Shakhtar Donetsk, est-ce que vous croyez encore à la qualification des Monégasques? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel royal. On commence fort dans l'équipe du soir. Jingle. Ils m'ont répondu non. C'est la paire, le duo Sévérac-Longeon. Non. Ah oui, si vous avez répondu oui, mais vous êtes fort, vous devriez être animateur. Merci beaucoup Dominique. Et ils m'ont répondu non, c'est Nabil Djellit et Hugo Guimet. Qui commence chez les Longeons, Sévrac? On va commencer par le talent de Manu, on finira par un peu l'expertise si ça vous dérange pas. Avec plaisir. Et chez les Guimet Djellit? Je vais commencer. Il fait le lièvre, j'attaque à la cloche. Allez, on attaque avec Hugo, c'est à vous. Bon, très bien, c'est terminé. C'était un duel très propre, il n'y a pas eu de débordement. Sur la fin, il y a eu un tacle quand même un peu glissé, moi je trouve. Ouais, mais Dominique est capable de faire bien pire quand même. Il est vif, Dominique. Ouais. Il gère bien, il appréhende une bonne lecture des tacles en général. Ouais, il est très agile. On va tout de suite demander l'arbitrage du président Boubi. Vers qui va votre point? Moi, je crois en Monaco. Mon point va à Dominique et Manu. Très bien. Là, Pourquoi? pour la simple et bonne raison qu'en fait, je suis assez d'accord pour dire. Moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, Monaco a eu la peur d'après. Enfin, ils appréhendaient un petit peu ce match de Ligue des Champions. Ils savaient qu'ils allaient tomber sur une bonne équipe, peut-être pas aussi forte. Mais bon, faut se rappeler comment s'est terminé le match. Je pense qu'ils ont eu la fièvre à peu près pendant les 20 dernières minutes. L'événement leur a fait peur. Je reste convaincu que de toute façon, ils vont pas faire la même erreur au match retour. Et je crois en la capacité de Monaco de pouvoir encore rehausser leur niveau. Sur le match retour, parce que pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu Jésus dans les buts déjà le dernier match, et qu'ils ont raté, c'était plus de la manque de sensibilité devant le but et un manque de chance pour moi. Je pense qu'ils sont capables de
de revenir sur ce deuxième match. D'accord, donc point pour Manu et Dominique. Juste Pierre, parce que vous avez été joueur, alors évidemment, la Ligue des Champions, vous ne l'avez pas disputé, mais l'argument de Dominique qui évoquait la fin du règlement du but à l'extérieur, est-ce que vous pensez que c'est un argument qui peut vraiment compter ? Bah oui, parce qu'au lieu d'en mettre un, au lieu d'en mettre deux, on peut en mettre qu'un seul. Donc franchement, c'est un avantage parce que mentalement, psychologiquement, on arrive en se disant qu'on a un seul but à marquer. Étant donné que la force de Monaco, c'est l'attaque, je pense que c'est plus facile pour nous. Les gars, là, ça change rien. Ça change rien. Si Monaco marque qu'un but, il y a prolongation. Oui. C'est-à-dire, le truc du but à l'extérieur. Non, mais l'argument de Dom, il peut pas tenir sur ce. Enfin, je comprends ce que tu as voulu dire, mais là, sur ce qui s'est passé au match aller, ça peut pas être un bon psychologiquement, tu n'abordes pas la chose pareil. S'ils avaient gagné 2-1, le Shakhtar, j'aurais compris, parce que 1-0, tu es en prolongue et tu n'es pas éliminé. Alors que là, 1-0, si tu fais 1-0, il y a prolongue. Ça change rien en fait. Mais après, Hugo, je pense que ce que Dominique veut dire, c'est que dans le contenu, et d'ailleurs on voit les chiffres de la rencontre, l'AS Monaco a fait notamment une très bonne deuxième période, ils ont dominé dans les tirs. Si on retire la pression du but à l'extérieur, l'approche est différente. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je pense que les stats vont changer, Hugo. Aujourd'hui, quand tu perds 1-0 dans l'ancienne formule, à domicile, ton premier match, je pense que tu as quasiment 80% de chance d'être éliminé ou de risque d'être éliminé. Je pense que tu vas avoir des stats qui vont changer au fur et à mesure parce que pour les deux équipes, ça change le rapport que tu as au match retour. Ça va jouer psychologiquement pour toi. Justement, par rapport à ça, juste, messieurs, on va écouter tout de suite l'entraîneur de l'AS Monaco qui, lui, veut encore croire aux chances de son équipe et il veut croire en son rêve. On croit toujours en nos chances de qualification, car on a dominé pendant 70 minutes la rencontre. Il faudra être dans le même état d'esprit au match retour. Je sais que les gars sont déçus, c'est normal, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison d'abandonner notre rêve. Nous avons construit ce rêve durant 38 matchs la saison passée, c'est pourquoi il ne faut pas le lâcher. Hugo, je vous ai coupé pour faire intervenir Kovac, je vous redonne la parole. Je voulais dire justement, après Kovac c'est normal, il ne va pas dire on est éliminé, mais a priori, il y a un truc il y a un truc qu'il ne faut pas négliger là par rapport à l'extérieur, c'est pas n'importe quel extérieur, il faut aller à Kharkiv là. C'est l'extérieur aussi pour le Shakhtar. Oui, ils ont gagné, c'est fini pour eux. C'est l'extérieur. Non, mais c'est dans leur pays quand même. Ils sont chez eux quand même. C'est quand même dans leur pays. Ils ont l'habitude de jouer à l'extérieur, ils vont jouer de la même manière chez eux. Ça va être ils vont jouer de la même manière, mais pour Monaco qui aura fait un voyage, etc., c'est pas exactement la même chose. Mais messieurs, juste par rapport au contenu, alors évidemment... en avance sur l'autre. Non mais le Shakhtar, évidemment, s'est imposé. Pendant 25 minutes, on a vu le football de De Zerbi, c'était absolument magnifique. Mais vous ne croyez pas que Monaco est capable d'inverser la tendance sur 90 minutes, Nabil ? Si, mais il va falloir le Monaco de la saison dernière en deuxième partie de saison, pas celui qu'on voit depuis le début de saison, qui paraît pas prêt, avec un Ben Yedder, on en parlera en cours d'émission, qui est un peu court physiquement. On aura un thème sur Wissam Ben Yedder. Pas forcément en réussite, et on a retrouvé un Monaco en mode, je vous l'ai dit, en caricaturant un peu, journée porte ouverte. Ils ont refait des bêtises défensives qu'on avait connues en début de saison l'année dernière. Mais encore une fois, on sous-estime le Shakhtar Donetsk, on l'avait dit ici. Comme ça, c'est pas un non ronflant. C'est régulièrement en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ça regarde le Real dans les yeux. C'est capable de battre le Real sur une double confrontation. Ce qu'a pas fait un club français depuis très longtemps. Ils viennent déjà chez toi. Alors, je veux bien l'histoire du but à l'extérieur. Mais pour moi, ça marche plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, pour le coup, eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils ont fait le job froidement. Donc ils vont être chez eux en plus. Ils arrivent chez eux. Ils ont déjà gagné à l'extérieur. Ils arrivent chez eux. Donc il va falloir être très 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 fort du côté de Monaco. T'es d'accord qu'ils ont gagné sur 25 minutes, le Shakhtar. On est d'accord là-dessus. Moi, je suis pas moi, j'ai vu mais franchement 25 minutes où ils ont mis un bouillon. Non, mais d'accord, mais ils ont pas un match sur 25 minutes. Si Ben Yedder est un peu plus adroit, ils en prennent deux. Mais après, il y a un autre truc. Attends, je vais finir. Il y a un autre truc qui n'a pas pris en compte, c'est leur faculté à prendre des buts sur les coups de pied arrêtés. Et c'est une force de Monaco. Et Monaco l'a pas utilisé cette force. Ils n'ont pas été bons là-dedans. Et je pense que vraiment, il y a vraiment un coup à jouer là-dessus. Oui, non, mais après, on verra. Là. De toute façon, on est avant le match. Mais autre truc, historiquement, les clubs français bidons en barrage. Combien on a gagné de barrages comme ça là? Très bon, j'ai pas la stat en tête. On n'est pas spécial, on n'est pas bon dans les barrages. Mes arguments, c'est qu'hier, on ne prépare pas assez bien. Déjà physiquement, les deux équipes sont pas pareilles. En barrage, on est nul. Le Shakhtar, chaque année, il regarde dans les yeux de Real. Donc en fait, tu peux le faire le débat. Tu fais le débat avant le premier match aller même. On l'a fait hier. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Oui, bien sûr. Tu réponds pas. Tu sais, moi, je suis cohérent. Tu réponds pas à la question d'aujourd'hui. En fait, mais si tu me demandes mon avis, je l'ai donné.
80% Shakhtar, 20% Monaco. C'est à ce point. Et avant le match aller, En fait, 60-40. Terminé. Toi, tu t'attendais à ce qu'il y ait des stats comme à la fin du match, là, au match aller, là. Mais tu as été joueur professionnel, tu sais très bien qu'il y a des temps forts et des temps faibles. Apparemment, le Shakhtar Donetsk, il gère bien les temps faibles aussi. T'as trouvé? Donc, ils n'ont pas pris de but. Ah, mais d'accord, C'est 16 tirs quand même, Nabil. Mais 16 tirs, il y a eu des frayeurs de dingue. Non, mais ils ont fait un gardien. Ils ont un gardien qui a fait Jésus, Mais alors, Boidou. le gardien, il est payé pour ça. Pas tous en même temps, messieurs. Hugo. Il va falloir aller marquer quand même 2-3 buts là-bas. Parce que le Shakhtar, je les imagine pas faire un match chez eux, barrage retour Ligue des Champions, et pas mettre un but déjà. Donc, il va falloir être beaucoup plus efficace offensivement. On les a vus. Ouais, moi, je voulais c'est insister sur l'aspect physique. Cette équipe du Shakhtar, comme Nabil l'a dit, elle a l'air beaucoup plus au point physiquement. T'as trouvé qu'ils avaient bien fini hier? Non, ils n'ont pas bien fini, mais en tout cas, ils ont tenu. Pour moi, leur gardien a fait un T'es grand sur match. la corde. En tout cas, le match retour, c'est mercredi 25, c'est dans une semaine pile. On verra si l'AS Monaco sera en meilleure posture. On espère que l'AS Monaco va se qualifier pour la Ligue des Champions. Quand même, il y avait un super duel royal. On va quand même découvrir le résultat, non? Un peu, monsieur. plaisir, ouais. Allez, tout de suite, qui s'est imposé? Oh là là, c'est très très serré. Et c'est donc Hugo Guillemet et Nabil Il vaut Djellit. mieux l'avoir en journal. On a inversé une tendance, je pense. Non, c'est Hugo Guillemet, Nabil. Mais en fait, Nabil Djellit ne voulait plus jamais perdre un duel dans l'équipe du soir. Franchement, gagner ou perdre, moi, ça m'intéresse pas. C'est la force des convictions et des opinions qui m'intéressent. Parce qu'hier, vous avez gagné 3 duels et là, vous recommencez par une victoire. C'est fantastique. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. On parlera de Kylian Mbappé, de l'Olympique Lyonnais. Bref, restez avec nous, ça sera formidable. De retour sur la chaîne L'équipe pour la suite de l'équipe du soir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va passer une merveilleuse soirée, j'en suis convaincu. On va maintenant parler d'un personnage, d'un joueur, une personnalité publique très connue en France dont l'avenir agite très souvent les médias. C'est Kylian Mbappé. Ah oui, on en parle beaucoup et selon nos confrères espagnols de la Cadena Ser, figurez-vous que Kylian Mbappé aurait annoncé à ses plus proches coéquipiers du Paris Saint-Germain sa volonté de rester au Paris Saint-Germain. Alors messieurs, je vous pose la question, est-ce que le fait que Mbappé reste un an de plus au PSG vous redonne de l'espoir pour sa prolongation de contrat au PSG? Habillage à l'américaine. Hugo Guillemet? Pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant, formidable. Nabil Djellit? Oh, c'est une info carrément. Pierre Boubi? Ouais, plutôt oui, moi. Plutôt oui, d'accord. Dominique Sévrac, vous me dites c'est une info, il va partir quoi qu'il arrive. Libre la saison prochaine, s'il reste vraiment. Hein. C'est ici ce qui reste encore un peu de mercato là. Donc, il reste. Mais visiblement, il aurait annoncé à ses coéquipiers sa volonté de. L'info de la Cadena Ser pour bonne. Si vous voulez, pour une fois que les médias espagnols disent que Mbappé va rester en France et qu'il ne l'envoie pas tous les jours au Real, on a envie d'y croire. C'est vrai. Voilà. Et donc, non, je ne le vois pas prolonger du tout, parce que prolonger, c'est 3 ans. On ne prolonge pas 1 an. 3 ans, ça veut dire on effectue encore une. Donc, ça veut dire offert à la saison 2022-2023, la fameuse, celle qui permet de couvrir la Coupe du Monde au Qatar, dans un club détenu par le Qatar. Et moi, je pense qu'il a 22 ans, 23 à la fin de l'année, le 20 décembre, et qu'il a envie d'écrire sa propre histoire, que c'est tout à fait compréhensible. Que là, je comprends pas qu'on le siffle, on siffle quoi, on siffle les gens libres, il fait ce qu'il veut. Non mais Dominique, ne faites pas l'innocent, vous savez très bien pourquoi il a été sifflé. Parce qu'il n'a pas envie de prolonger. Mais non, c'est ça passe. Mais non. Il ne parle pas en fait. Je pense non mais il y a ça et il y a aussi. Il faut parler tout le temps en fait. Bah non, il est non, mais Dominique, moi je suis d'accord avec toi, Dom. Non, mais Dominique, pourquoi il est sifflé? Dominique, je pense aussi que c'est parce que certaines personnes ont mal interprété ses propos dans France Football où il disait qu'il voulait avoir un projet solide autour de lui. Et la réponse de Nasser Al-Khelaifi, d'ailleurs on a le son, on va le réécouter, hein, c'est la réponse de Nasser Al-Khelaifi lors de la présentation de Léo Messi. On écoute le président du PSG. Kylian, il est très compétitif, il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il veut un compétitif en équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire quelque chose d'autre. Dominique Sévrac. À 3 jours d'un match, faire ça. Donc vous avez la réponse. Vous savez pourquoi il a été sifflé. Donc parce qu'ils sont conditionnés aussi par le président qui fait un très bon mercato, mais qui sait qu'à 3 jours de dire ça et qui en plus lui est au cœur des négociations et il sait que c'est un peu plus compliqué qu'une histoire de compétitivité de l'équipe. Voilà. Lui il connaît les arcanes du dossier. Dominique, je me suis permis de vous reprendre parce que vous avez dit que le Parc des Princes avait sifflé un homme libre. C'est pas exactement ça. Si, c'est un homme libre. Bon, on sera pas d'accord. Hugo Guillemet. Mais on a conditionné un public pour le siffler. Oui, voilà.
Giovanni, pour revenir sur ce que disait Nasser, clairement, et ça se voit, il s'attendait à ce qu'on lui pose cette question parce qu'il y avait une conférence de presse, même si c'était sur Messi, et il l'avait vraiment préparé cette réponse. Donc c'est pas du tout anodin qu'il ait dit ça. Il s'appuie sur ce qu'a dit dans France Football Kylian Mbappé, et c'est la seule erreur pour moi qu'a fait Kylian Mbappé. C'est cette déclaration parce que c'est un argument un petit peu fallacieux. C'est pas vraiment pour ça qu'il a envie d'aller au Real. C'est parce qu'il en rêve depuis qu'il est tout petit, tout simplement. Ce qui est compréhensible. Ce qui est tout à fait compréhensible. Il aurait peut-être dû dire ça. Et les supporters auraient mieux compris. C'est vrai qu'après avoir dit « je veux une meilleure équipe avec les meilleurs autour de moi », il n'a pas dit comme ça. Hein. Il a dit je veux être sûr de pouvoir gagner. Je peux avoir une équipe autour de moi qui peut gagner. Là, aujourd'hui, il en est sûr, donc il est coincé. Ouais. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne l'a pas encore entendu s'exprimer, etc. Après, est-ce que le fait, on s'y attendait quand même à ce qu'il reste cette saison. Et en plus, c'est le mieux pour lui, je pense. Rester au PSG cette saison, c'est s'offrir la garantie de collectionner encore des titres. Pourquoi pas la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Après, est-ce que l'espoir renaît parce qu'on est sûr qu'il va rester? Franchement, pas plus qu'avant. Ils ont fait demi-finaliste, le Real, sans lui l'année dernière. Tu rajoutes Mbappé dans l'équipe de l'année dernière. Tu peux imaginer que le Real la gagne. Bien sûr. Juste, il ne s'est pas dit que le Real ne gagnera pas la Ligue des Champions. C'est possible, Dom. Mais moi, alors, je ne dirais pas qu'il y a 0% de chance qu'il prolonge. Parce que tant qu'il n'a pas mis sa signature en bas d'un contrat, que ce soit au Real ou à Paris, tout peut se passer. Bien sûr. Manu, est-ce que vous pensez que le fait de disputer une saison avec Messi, avec Neymar, que ça se passe bien, est-ce que ça peut faire naître chez Kylian Mbappé l'envie de prolonger son aventure au PSG? Ça peut pas être un contre-argument. En tout cas, je pense qu'il est à la fois dans une position de force puisqu'il va rentrer dans sa dernière année, mais d'un autre côté, c'est pas lui qui décide. C'est-à-dire, il dit je reste, mais il est sous contrat et l'histoire qatari, même si elle est récente, montre que tu les forces pas à vendre. S'ils n'ont pas envie de vendre, ils vendent. Marco Verratti, Marquinhos. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve en plus, pour lui, vivre une année avec cette équipe-là, c'est quelque chose qui va être dingue. Et est-ce que ça peut être un plus? Oui, mais pour moi, ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, sur cette année-là, c'est pas lui qui décidait. Ouais. Oui, après, c'est difficile de garder un joueur quand il veut vraiment partir. Ouais, je pense que les Qataris n'ont pas envie de vendre. Si tu réunis, par exemple, Neymar voulait retourner à Barcelone il y a 2 ans, mais Barcelone n'avait pas l'argent. Donc le Paris Saint-Germain. Pierre Boubi. Mbappé sera toujours un bon soldat, quoi qu'il arrive, il sera professionnel, il fera son travail, il sera toujours performant. Voilà. Le seul truc qu'il y a, moi je pense que c'est possible parce que s'il pète les records, qu'il pète les titres et ça part de tous les côtés, comment tu veux que lui, il se dise, à un moment donné, au bout de 6 mois de trucs qui sont en train de tout casser, je vais peut-être aller au Real en fin d'année pour être sur mon projet à moi au Real Madrid. Moi, je me dis que si ça se passe très bien, et il faut que ça se passe très bien pour qu'il prolonge. Mais je pense que ça peut être une possibilité à travailler, quoi. Parce que quand tu as 22 ans que tu fais ta 7e saison au Ligue 1, tu as le droit aussi d'avoir, entre guillemets, un plan de carrière, de vouloir voir autre chose. Mais c'est un vrai choix, et c'est un bon choix. Parce que s'il prolonge, là, il fait sa 7e saison de Ligue 1, ça veut dire qu'il en ferait une 8e, une 9e, peut-être qu'au bout d'un moment... Si ça lui fait 2 Ligues des Champions, 3 Ligues des Champions, et puis encore 2 titres en plus, on ne sait pas. Mais Pierre, après, il y a la volonté aussi, il y a la volonté footballistique, mais il y a aussi la volonté humaine et de vouloir découvrir autre chose. Je pense que... mais s'il va le découvrir à 25 ans, je suis pas sûr qu'il est pas en fin de carrière. Nabil, votre sentiment par rapport à ça? C'est le même qu'Hugo. Moi, je dirais qu'il n'y a pas 0% de chance qu'il ne prolonge pas, quoi. En fait, c'est une matière extrêmement volatile. On a déjà vu des situations où c'est quasi acté qui se sont renversés pour X raisons, parce qu'il y a des paramètres qui peuvent arriver, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Des leviers de négociation, peut-être de la part du Paris Saint-Germain, qui peuvent aussi faire évoluer la réflexion. L'environnement, le microcosme du Real ou d'autres clubs intéressés qui peuvent faire aussi évoluer la situation chez Kylian Mbappé. Moi, l'histoire de il part libre, moi je serais... je trouverais, il fait ce qu'il veut, tout ça, mais je trouverais que je préférais une sortie par le haut pour tout le monde, parce qu'il y a aussi... Vous trouvez que s'il part libre, c'est une sortie par le bas? Par rapport au Paris Saint-Germain, oui, quelque part. Parce que... Non, ils viennent de recruter 4 joueurs libres. Laissez-le finir, Nabil. On le maintenant? Non, mais... Nabil, allez-y. Attendez, je me rassois parce que... Ne tombez pas de votre chaise. Ne tombez pas de votre chaise. Il fait ce qu'il... Non, mais attendez, que les choses soient bien claires. Il fait ce qu'il veut, mais dans le récit de son histoire, le récit de sa carrière, je trouve que, évidemment, légalement, il y a la lettre et l'esprit. Mais au niveau de l'esprit, je trouve qu'une sortie par le haut pour tout le monde, une prolongation avec une clause, voilà, sous sein privé, faites ça comme vous voulez, et que le Paris Saint-Germain également récupère un petit peu d'argent, comme Marseille l'avait fait avec Nasri, par exemple, même si lui, il n'a pas été formé au Paris Saint-Germain, il était formé à Monaco. Mais par rapport à tout ce que le Paris Saint-Germain a fait aussi pour lui, aussi l'a fait pour le Paris Saint-Germain, moi, je trouverais ça, en termes d'image, plus classe. D'accord. Dominique, ce que tu dis là, c'est possible maintenant.
vu qu'il est encore sous contrat, vu que le Real a 120 ou 150 à mettre, tout ce que tu viens de dire là, la semaine prochaine, il part donc. Ouais, mais je suis pas sûr que pourquoi la semaine prochaine, c'est pas une bonne sortie et s'il prolonge, ce serait une bonne sortie, je comprends. Parce que je pense que son intérêt aussi sportivement aujourd'hui, c'est de vivre cette saison avec le Paris Saint-Germain. Il faut qu'il reste, qu'il prolonge, qu'il parte bien. C'est très compliqué son il faut quand même se dire que Mbappé, il pense à son intérêt aussi personnel et il est très très difficile de quitter le Paris Saint-Germain. Comme tu dis, Dom, le Real, ils peuvent l'acheter là s'ils veulent cet été. Sauf qu'en fait, je pense personnellement qu'à 120 ou à 150 millions d'euros, le PSG va refuser toutes les offres de Mbappé. Oui. Et donc, à partir de là, pour lui, c'est impossible de partir du PSG. S'il prolonge et que l'été prochain, c'est pareil, ils ne veulent pas le vendre, pour moi, Mbappé, en attaque, il y a beau y avoir Neymar, Messi, Mbappé, c'est l'argument offensif le plus important, même si c'est peut-être pas le meilleur joueur du dispositif parisien. Du dispositif, parce que c'est le seul joueur qui apporte de la profondeur, c'est lui qui fait vraiment flipper les adversaires, etc. Faire une attaque qu'avec Neymar et Mbappé, Neymar et Messi, deux joueurs qui demandent le ballon dans les pieds, il n'y a plus la même menace déjà, dans la profondeur, etc. Donc Mbappé, pour moi, il est tellement important pour le PSG que le PSG va jamais accepter une offre pour lui, tant qu'il est sous contrat. Donc, après, s'il part avant la fin si, comme dit Dominique, ce scénario-là, rien n'est impossible dans le football, il te restera 10 jours aussi pour le remplacer. Ou alors tu évolues avec Icardi autrement, mais dans un autre système. Non, mais attendez, voilà. Mais moi, j'y crois pas au départ. Je crois pas que c'est le bon timing. Et l'herbe, elle me paraît pas plus verte ailleurs. Et j'ai l'impression que en ce moment, c'est au Paris Saint-Germain qu'il faut être. Oui, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a une donnée qui est importante et on a vu les déclarations du président Nasser Khelaifi. Il y a aussi la donnée on ne va jamais le vendre, il ne partira jamais libre du Paris Saint-Germain. C'était la de l'équipe en juillet. En juillet, exactement. Ouais. Mais Dominique, est-ce que ça, parce qu'on a parlé évidemment de l'intérêt personnel d'Mbappé de quitter la Ligue 1, et ça peut se comprendre, l'envie de jouer au Real Madrid qui est son rêve depuis toujours, le côté on ne peut jamais quitter le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est vraiment l'argument numéro 1 qui empêche Kylian Mbappé de prolonger son contrat? C'est souvent un club qu'ils appellent entre eux les joueurs le prison Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est sévère quand même. On est bien payé en prison quand même. Oui, c'est une prison dorée. Ah oui. C'est plus que doré là. C'est millionnaire. C'est comme la déclaration, elle fait flipper là de Nasser. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Mais parce qu'ils l'ont vu. Marquinhos, Verratti, ils l'ont vu. Verratti, il a voulu partir à Barcelone pour Barcelone à un moment donné, et il a dû changer d'agent. C'est-à-dire que la rétorsion a été terrible. C'est marrant, il a pris qui d'ailleurs derrière? Il a pris Mino Raiola. Ah, c'est étonnant. C'est Raiola. Très étonnant. Qui a ses entrées au club. Donc non, ça peut être extrêmement... Les bras de fer, en général, se sont perdus par les joueurs. Oui. Donc là, s'il va au bout de son contrat et qu'il part libre... Bon, Nabil trouvera ça pas très classe, d'autres sans doute trouveront ça pas très classe. Moi, je trouve que c'est la liberté d'un joueur. Dans un été, le Paris Saint-Germain vient de récupérer 4 joueurs libres. Oui, enfin, des joueurs parce que Messi, il part pas libre à 22 ans de son club pour aller signer. D'accord. C'est des gars qui ont 34, 35 ans, qui ont fait leur carrière. Le coup des mecs libres qui sont en fin de carrière. Et un gars qui démarre sa carrière. Attends, Zidane, quand il quitte la Juve, c'est 80 ou 75 millions d'euros. Okay. C'est le transfert le plus cher à l'époque. Ronaldo, quand il passe de Manchester à Real, 100 millions. Attends, c'est normal que tu puisses aussi valoriser, prendre l'argent sur des joueurs. Nabil, t'es Mbappé, tu prolonges jusqu'en 2025. Non, mais tu t'arranges avec le PSG, puis tu dis une sortie. Ils vont dire maintenant, en 22, en 23, en 24, ils vont dire mais tu pars pas. Donc en fait, sauf si t'as dealé une sortie. En fait, son seul droit, c'est de rester à vie. Mais c'est compliqué de dealer une sortie. Non, mais juste nous faire dire ce qu'on dit pas là quand même. Je vais vous faire une Gilles Favard. Je t'ai jamais dit ça. Dis pas que j'ai dit ça. Gilles, si tu nous regardes, on t'embrasse. Juste parce que Manu, je vous ai vu hocher de la tête sur les arguments sportifs d'Hugo Guimet, sur le côté Mbappé, un profil rare, il peut encore briller. Sur la profondeur, oui, et ça m'a fait penser par exemple, alors ça élargit le débat, mais par rapport à l'équipe de France, à ceux qui disaient mais Mbappé a pas fait un bon Euro, sauf que le fait qu'il y ait Mbappé, tu étais obligé de jouer d'une certaine façon et de couvrir ta profondeur. Et en l'occurrence, avec le PSG, c'est exactement ce que tu serais obligé de faire. Parce que effectivement, Neymar et Messi, c'est pas des gens qui vont te prendre la profondeur dans le dos, sauf que le fait que tu aies Mbappé sur le terrain t'oblige par exemple à avoir un bloc très très bas et à gérer ta profondeur. Et sur des blocs bas et des petits espaces, Neymar et Messi auront la possibilité de s'exprimer. Donc il va effectivement apporter quelque chose en plus des deux superstars. Mais pour revenir à ce débat-là, pour moi, il y a deux possibilités. Ou le PSG, par exemple, reçoit une offre du Real et dit non, on ne te vend pas. Et dans ce cas-là, que Mbappé parte libre, ça fait partie du truc. Sinon, moi, j'avoue, je suis plutôt d'accord avec l'argument de Nabil, c'est-à-dire que le PSG ne te laisse pas partir. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu dois bien pouvoir t'arranger en te disant, écoutez, moi je prolonge de 3-4 ans. Par contre,
on se dit si j'ai le Real ou je sais pas City qui met 120, je pars. City, ça marchera pas. Quoi qu'il arrive, ça marchera pas. Non, pour City, c'est un mauvais exemple. Pardon. Mais moi, je veux bien cette histoire-là. Mais en France, il n'y a pas de clause libératoire. Les clauses sous seing privé, c'est toujours très compliqué. Et en 2-3 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. En tout cas, qui signent les clauses peuvent être virés du jour au lendemain. Voilà. Donc c'est très compliqué. Le contrat que vous avez signé, je le connais pas. On terminera là-dessus. On n'est pas d'accord, mais c'est la beauté de cette émission, Nabil Djellit, c'est que personne n'est d'accord. Et c'est plutôt d'accord avec le mot beauté. Après, on va passer à un autre joueur, lui, qui est beaucoup plus en difficulté sportivement que Kylian Mbappé. C'est Wissam Ben Yedder, qui n'a pas été très bon, notamment face au Shakhtar Donetsk, n'est-ce pas, Leroy ? Oui, c'était d'ailleurs la 5e fois de suite qu'il ne marquait pas Wissam Ben Yedder en ce début de saison. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive et pourtant, il s'est créé pas mal d'occasions hier soir. Regardez, 25e minute, sa frappe est détournée par Troubine. Ben Yedder manque ensuite le cadre juste après la demi-heure et dans un angle fermé, il trouve encore Troubine. Ben Yedder qui a obtenu la triste note de 4 sur 10 hier soir. Beaucoup Leroy. Alors messieurs, 0 but en 5 matchs, est-ce problématique ou anecdotique pour Wissam Ben Yedder? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. Jingle. Il m'a répondu c'est problématique, c'est donc la star de cette émission, vous quittez pas les duels, etc. C'est votre émission en fait. C'est Dominique Sévrac. Et j'ai un avis, je le partage. C'est formidable. Et il m'a répondu c'est anecdotique, c'est Manu Longeon. Qui veut commencer? Vas-y. Dominique, allez, vous prenez la main, mon cher Dominique. Beaucoup, messieurs, vous avez été très forts sur le timing. Je vous félicite. L'arbitrage du président Boubi. Moi, je vais donner mon point à Manu. Pourquoi ? Parce que je pense beaucoup que Wissam Ben Yedder est complètement à court de forme et il est... on voit qu'il a pas 90 minutes dans les jambes. Moi, j'ai trouvé super intéressant. Alors, il n'a pas touché beaucoup de ballons, c'est vrai, mais quand tu es un attaquant et que tu arrives quand même à te créer des occasions, ça veut dire que tu sens quand même un petit peu ce qui est en train de se passer. Il n'a pas manqué beaucoup. Moi, je reste convaincu qu'avec 2 semaines de plus dans les pattes, il est capable de reclaquer. C'est un joueur qui est intelligent, qui a une grosse expérience au haut niveau. Il peut avoir du doute, mais je reste convaincu qu'une fois qu'il aura fait ses 5-6 semaines de prépa, il sera au top. Il retrouvera son niveau et il sera plus à droit devant le but. Donc, juste, Hugo, point pour Manu. On va juste écouter l'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac, qui est d'accord avec Manu Longeon et avec notre président Pierre Boubi. Il a aimé le match de Wissam Ben Yedder. C'est Manu qui lui écrit les textes. Wissam a eu 2 ou 3 bonnes occasions, mais le gardien adverse a fait un très gros boulot aujourd'hui. Physiquement, il progresse match après match. Ce n'était pas facile pour lui, mais je suis satisfait de son match. J'ai été très mal poli, j'ai coupé la parole à Hugo Guimet, je suis navré, allez-y. Mes priorités à Niko Kovac. Alors, pour reprendre un peu ce que tu disais, Pierre, je dirais pas hors de forme, mais c'est vrai qu'on voit qu'il est en difficulté. Pour moi, ça reste anecdotique, hein, comme disait Manu, parce qu'il y a un truc très, très intéressant qu'on a vu dans l'extrait vidéo du match, c'est que les 2 fois où il a été aux abords de la surface ou dans la surface, on a vu Wissam Ben Yedder. C'est-à-dire crochet droit, crochet gauche, frappe, tout de suite, ça va très vite dans les enchaînements. Malgré qu'il soit hors de forme, quand il est dans la surface, c'est un attaquant redoutable. Et la problématique aujourd'hui, au-delà de son niveau physique, c'est que tout l'AS Monaco, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs dans le premier débat, n'est pas encore au point. L'équipe joue pas aussi haut qu'elle le faisait sur la fin de saison dernière, qui a été très réussie par le club et par le joueur, Wissam Ben Yedder. Donc voilà, pourquoi c'est anecdotique. Pour moi, quand l'AS Monaco ira mieux, Ben Yedder mécaniquement ira mieux. Il y a juste aussi quelque chose qui m'inquiète et on voit les chiffres. Il a touché 19 ballons. C'est le plus faible total pour un joueur titulaire. Nabil, ça illustre ses difficultés au-delà de marquer des buts. Dans le jeu, d'habitude, c'est quelqu'un qui est fluide. Ouais, mais il s'est quand même procuré pas mal de situations. Ouais, 3 tirs. En peu de ballons, il arrive quand même à se retrouver dans des situations plutôt... Non, mais d'habitude, c'est un joueur mobile qui aime bien toucher le ballon. Parce qu'à Lyon, par exemple, moi je suis Lyon, il y a des attaquants qui touchent plus de 19 ballons et qui ont beaucoup moins d'occasions. Vous avez des problèmes à Lyon sur vos attaquants? Non. On en parlera tout à l'heure. Fais gaffe à ce que tu dis sur Slimani. Commencez pas, on aura un gros thème sur Lyon tout à l'heure. Commencez pas. Le fait qu'il joue contre Donetsk aussi, qui a eu la maîtrise, qui joue... Non, mais là, il était pris. Donc on s'inquiète pas. L'an passé, il s'est fait chatouiller par Jovetic. C'est le capitaine
capitaine, il allait sur le banc. Mais il a mis 20 buts quand même. Hein. Ah d'accord, donc en fait on regarde que les stats. Sur un avant-centre, même si quand tu es remplaçant et que tu mets 20 buts, c'est que ta saison elle est pas... Il faut être sérieux, sur le CV. Il a peiné, on a vu qu'à un moment donné, il a eu 10 minutes de creux. On sait que Kovac les a lancés les deux avec très peu de prépa. Oui, mais c'est normal. Et moi, je vais vous dire un truc, en tant que joueur, quand je faisais une prépa, ancien joueur. C'est pas sympa, Hugo. La différence, en étant joueur, moi, en faisant une prépa en juin, j'étais prêt en septembre. Alors, en tant qu'ancien joueur, là, je pense que je peux être en janvier. Nabil, non, mais pour terminer, il faut être un peu sérieux sur le CV du joueur. C'est un des joueurs les plus réguliers, un des attaquants français les plus réguliers. Voilà, c'est la vie des attaquants. Parfois, il y a des cycles. Et il y a des pannes, entre guillemets, même si ce n'est pas forcément une panne totale dans le jeu. Mais si vous me dites Benedetto, oui, je vous dirais c'est problématique. Mais Ben Yedder, on sait très bien qu'il est né pour marquer. D'accord. Alors, Nabil, est-ce que vous me permettez de reformuler la question? L'AS Monaco est un club qui vise la Ligue des Champions. L'AS Monaco est un club qui vise à être le 2e ou 3e club de France. Est-ce que Ben Yedder a le niveau pour être l'attaquant titulaire d'un club qui dispute la Ligue des Champions? Évidemment qu'il est. Mais attendez, Non mais Ben Yedder, c'est un des meilleurs attaquants européens sur les dernières années. C'est un mec, j'ai jamais compris. Qui était remplaçant à Séville. Oui, mais parce qu'il y avait aussi des trucs d'entraîneur et tout. Bon. Donc c'est jamais de sa faute s'il n'est pas titulaire. Il a juste démonté non, Manchester. c'est en dessous de cette caste-là. Vous avez me cité le match face à Manchester United. Non, mais Ben Yedder, il est dans la surface. Attention, je dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est un des meilleurs attaquants. Moi, attends, je vous pose la question. Saison loupée, il met 13 buts. Il est meilleur ou il n'est pas meilleur qu'Icardi, par exemple? Icardi a signé un contrat au Paris Saint-Germain. Moi, je vous dis tranquillement que Ben Yedder, c'est un joueur niveau Ligue des Champions. C'est un joueur niveau Ligue des Champions. À un moment, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait à Monaco? Très sincèrement, ce mec-là, il aurait pu jouer à l'Inter. Qu'est-ce qu'il fait à Monaco qu'il met donc sur le banc en fin de saison alors qu'il a le brassard? Mais ça veut dire quelque chose, Nabil, les choix du coach. T'as une fin de saison. Mais les coachs n'ont pas toujours raison. Mais Jovetic, il a marqué, il a été bon. Non, mais c'est surtout pour ça qu'il était sur le banc, parce que Jovetic, il est bon, il a saisi le moment. Mais c'est la force de Kovac aussi, de savoir se servir aussi de ce qu'il a sur le banc quand ils sont en pleine bourre, pour pouvoir faire souffler d'autres. Ben Yedder, quand il joue, il était bon. Si Ben Yedder aujourd'hui, c'est le problème de Monaco, franchement, ça va. Non, on pose des questions, Nabil. Non, mais il vaut mieux regarder derrière. Non, mais c'est un très bon joueur, c'est pas la question. Ben Yedder à Benzema, Lewandowski, tout ça. Oui, j'ai pas dit ça. Dominique Sévrac. Dominique Sévrac. Ça, mais Nabil, dans un monde où il y a Haaland, Mbappé, Benzema, Cristiano Ronaldo, Kane. Qu'est-ce que tu me dis que Ben Yedder est un des meilleurs attaquants d'Europe, qui n'a aucune offre, que l'Europe ne s'arrache jamais, qui n'a fréquenté aucun club, c'est une question de profil. Aucun club du standing de Manchester United, de Manchester City, du Paris Saint-Germain, de la Juventus Turin. Tu me le fais. Et encore une fois, dire ça, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est un très bon joueur, c'est pas ce qu'on dit. Attention. Il mérite d'être dans les 26 de l'équipe de France. Il est meilleur qu'Immobilier ou pas, l'attaquant de l'équipe d'Italie? Il se trouve que c'est. Ah non, mais. Sauf que Ciro Immobilier, il était titulaire avec l'Italie, il a gagné l'Euro. Mais on peut trouver 40 000. C'est une question de profil. Après, c'est la catégorie des top. Le problème, c'est son profil. Il sera jamais dans les 30. Mais ça veut dire quoi? Parce que jamais dans les 30 du Ballon d'Or, Ben Yedder, jamais. Dominique, rien n'est impossible. Puisque Manu et Nabil ont le même argument, c'est une question de profil. Manu, qu'est-ce qui fait que son profil ne plaît pas aux très grands clubs européens? Parce que déjà, c'est un profil, il est petit, c'est pas un joueur de tête, c'est un joueur qui est extraordinaire sur des petits enchaînements dans la surface. Et par contre, dans la surface, c'est un des top attaquants européens. C'est-à-dire que sur 2-3 mètres, ça va à 2000 à l'heure, les contrôles orientés, les frappes. Par contre, toujours les bonnes zones. Par contre, au niveau du profil, c'est pas par son gabarit, c'est pas quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer pour remiser, c'est pas quelqu'un que tu peux chercher sur la profondeur, c'est quelqu'un en fait qui est très très bon à partir du moment où il a la balle dans les pieds sur des petits espaces. Avec Slimani à 2, c'était... À 2, il est fantastique. C'était fantastique. Ça avait duré 6 mois. On va tout de suite découvrir le résultat du duel. Est-ce que Manu Longeon a gagné face à Dominique Sévrac? Eh bien oui. Bravo Manu. Bravo Manu. Vous êtes content? Ouais, merci. Eh bien, écoutez, si vous êtes heureux, n'hésitez pas à revenir. Il y a 59% de gens qui... Désolé, mon cher Dominique. D'être élu. Bon, merci à vous. On va maintenant parler mercato avec Leroy Cabella. On va parler du mercato de Ligue 1 notamment. Oui, on commence avec une information d'Hugo Guimet qui est en plateau. Ok, merci beaucoup Leroy. Je vais être honnête avec les téléspectateurs de la chaîne L'Équipe. On me dit dans l'oreillette qu'on passe pas à Rennes, mais si, on passe bien à Rennes, bien évidemment. On parlait de mercato. Et pour le coup, le Stade Rennais fait un mercato exceptionnel. 49 millions d'euros déboursés cet été. Leroy, ils sont en train de se construire une superbe équipe en Bretagne. Oui, 4 arrivées, vous l'avez dit. Déjà 49 millions d'euros dépensés, avec notamment l'arrivée de Loïc Badet en provenance
provenance de Lens pour 17 millions d'euros. Souleymana, 15 millions d'euros. Baptiste Santamaria est arrivé de Fribourg pour 14 millions d'euros. Melling pour 3 millions d'euros. Et puis Rennes est proche d'accueillir également Lovro Madjer, très courtisé par l'Olympique de Marseille. Ouais. Voilà, un mercato très intéressant du côté du Stade Rennais. Alors messieurs, avec cet effectif, est-ce que le top 5 est obligatoire pour Rennes cette saison? Qui veut prendre la parole? Manu, allez-y. Oui, par rapport aux ambitions que se donne le club. C'est-à-dire que là, sur les postes qu'on a cités, sauf erreur, ils ont battu leur record de transfert pour 3 postes. Le défenseur central avec Badé, avec l'attaquant. Ils avaient fait aussi l'an dernier Doku. Enfin, ils sont vraiment en train de se donner des moyens. Et quand tu investis les déjà 50 millions avec ce que tu as fait l'année dernière, évidemment que le Stade Rennais doit ambitionner top 5 de la Ligue 1. Sinon, ce serait une déception, très clairement. Changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps. Bruno Genesio qui est arrivé en remplaçant de Julien Stéphan. Tout est réuni pour que le projet soit justement sous le signe de l'ambition. Et donc, tu ne vas pas viser la 8e place, quoi. Non. Donc, évidemment que c'est top 5, en tout cas, alors, l'ambition cachée, parce que je ne sais pas s'ils vont le dire publiquement. C'est top 3 non, c'est au moins top 5, quoi. Au moins top 5. Plus 3 que 5, quoi. On rappelle qu'actuellement, le Stade Rennais est en 6e position, qui sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Ils joueront d'ailleurs demain à 20h Rosenborg. Donc voilà, il faut essayer de faire mieux que la saison précédente. Non, mais pour revenir sur ce que disait Manu, c'est hyper important. Il faut aussi prendre en compte le mercato de la saison passée. Ils investissent énormément. Et on s'en rend pas compte parce que c'est par rapport au nom du club. On se dit, bon, Rennes, c'est top 10, top 8. Mais Rennes, l'argent qu'ils mettent sur le marché depuis plusieurs saisons et l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, voilà, on voit les ailiers, Doku, Souleymana, les joueurs qui sont encore en train de signer, Badé, 20 millions, être capable de faire ça. C'est aujourd'hui, Bruno Genesio, on lui donne plus de moyens, par exemple, que Peter Bosz à Lyon. Regardez Hugo, regardez l'équipe du soir est une émission qui veut vous mettre dans les meilleures dispositions. Regardez ses produits. Saison 2020-2021, 70 millions d'euros. Saison 2019-2020, 58 millions d'euros. Bon, 2018-2019... Ils vendent pas pour autant. Donc il y a des vrais investissements à Rennes. Oui. Voilà, donc c'est pour remettre un petit peu dans le contexte, parce que voilà, tout à l'heure en plus on va parler de Lyon, etc. Mais aujourd'hui il y a des clubs émergents entre guillemets, comme Rennes, comme Nice, qui étaient habitués plutôt du top 10, top 8, mais qui aujourd'hui vraiment sont à armes égales avec un club comme Lyon ou parce que la hiérarchie est mouvante, Hugo. Parce que tu sens que Marseille, elle est en train d'être renversée là. Monaco n'arrive jamais durablement à s'installer dans le top 4. Pourtant il y a Ben Yedder à Monaco. Hein. Il n'y a pas de Big Four en France. Il y a le PSG qui va finir dans des mauvaises années deuxième, mais il va truster la première place. Et après, je peux pas t'assurer que Marseille va finir chaque année sur le podium. C'est surtout intelligent ce qu'ils font. Ils vont chercher Melling à Nîmes, qui est un super joueur, qui leur a coûté 3 millions d'euros. Moi, je suis pas sûr que Lyon n'aurait pas pu s'intéresser à lui non plus. Et en fait, l'année dernière, ils finissent 6e. Donc, ils finissent 6e. À un moment donné, quand tu mets autant d'argent dans un recrutement, c'est pour faire mieux de toute façon. Ou au moins faire pareil. Donc c'est super cohérent ce qu'ils font depuis plusieurs années. Ils sont sur une série, et comme tu dis, qui est très cohérente, parce que la Coupe de France, la qualification en Ligue des Champions, là, l'année dernière, ils font une saison qui est très compliquée, mais ils vont quand même faire le... Ils s'arrachent, ils finissent 6e. Voilà, et c'est un projet qui est assez régulier dans le haut depuis 3 ans. Et là où tu vois que c'est un club puissant aussi, c'est que par exemple, d'être capable, un joueur comme Mbaye Niang qu'ils avaient acheté très, très cher, il fait une très bonne saison chez eux, mais ils sont pas contents. Ils ne jouent plus. Et Nzonzi, tu arrives à te faire prêter Nzonzi quand même. Ils ont fait 1 an et demi. Ça veut dire que ton projet est cohérent quand même. Avec un très gros salaire de la Roma. Là, ils ont laissé partir. C'était la meilleure idée du siècle. Mais après, avec autant d'argent. Mais Pierre, avec autant d'argent, c'est quand même facile d'avoir un projet cohérent là. Parce qu'ils mettent, là on a la liste encore, ils mettent énormément d'argent. Maintenant, mais c'est bien ciblé. On les attend. T'as des mecs qui ont de l'argent qui recrutent n'importe comment. On les attend dans le top 5 chaque saison. Hugo, par exemple, puisque vous êtes spécialiste. C'est un échec. Non, mais vous êtes spécialiste de l'Olympique Lyonnais. C'était d'ailleurs le même directeur sportif, puisque Maurice était avant à Lyon. Quand Maurice il met 26 millions sur Joachim Andersen et que là ils en mettent 17 sur Badé, on a quand même l'impression que c'est un peu plus intelligent de prendre Badé qu'Andersen, puisqu'au moins il connaît le championnat. Sportif, c'est Maurice qui est. Non mais à l'époque. Non mais Andersen, oui mais c'est
pour ça que je dis ça. C'est juste que c'est pas une question d'argent, c'est une question aussi Andersen, il imagine que c'est une bonne idée. À l'époque, il a super presse en Italie, Andersen. Oui, mais il a super presse, comme dirait Grégory Schneider, le problème dans le foot, c'est qu'il y a les matchs. Tu peux te tromper quand tu fais du recrutement, forcément, t'as des il a fait des super coups comme Ndombele ou Mendy, mais il a aussi eu des fails comme Diop, Cheikh Diop, qui a 10 millions. Mais c'est pour dire que l'argent, Thiago Mendes et Koné, voilà. Selon mon tableau, il y a du plus et du moins. Oui. Camavinga n'a toujours pas prolongé. Fin de contrat 2022. Il faut le vendre maintenant pour avoir un peu d'argent. Et il y avait un candidat sérieux, en tout cas lui, il voulait aller à Paris. Et malheureusement, Paris n'est pas trop. Voilà, ils ont fait d'autres priorités. Maintenant, c'est pas. Ça vous paraît bouché pour le Paris Saint-Germain? Ouais. Donc il y avait Manchester, mais Paul Pogba n'est pas parti non plus. Donc voilà, malheureusement, il risque d'avoir une pépite. On peut considérer que c'est une future pépite. En tout cas, il en a. Il est un peu en perte de vitesse quand même. Ah oui, il joue même pas tous les matchs à Rennes. Il a 18 ans. Ouais, exactement, 18 ans. On peut être indulgent à 18 ans. Mais bien sûr. Il y en a pas mal qui étaient très forts à 18 ans et qu'on a pu vu derrière aussi. Oui, mais on va. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont été aussi forts que lui à 17 ans. On rappelle international français. Mais Pierre, en tout cas, avant de l'encenser ou avant que ça soit le sens, que ça soit les louanges ou qu'on le défonce, on va attendre un peu dans les mais bien sûr, je suis d'accord. De la patience dans le football, ça fait du bien. Et donc, résultat, lui, il risque de partir libre lui aussi. Et pour un club comme Rennes, ça, c'est plus probable. Nabil, on vous a pas entendu sur le sujet du Stade Rennais? Non, mais le recrutement, il est évidemment de qualité. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît toujours. Moi, j'aime toujours voir des talents. J'ai de la curiosité. Après, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est qui n'a pas été recruté cet été, mais c'est avant. Moi, j'aime beaucoup Doku, quoi. Très bon joueur. Comme l'a dit Hugo à juste titre, Melling, et Pierre, c'est un recrutement qui est intelligent. Badé du côté de Lens, ils l'ont pris tout de suite parce que ils sentaient que c'était un joueur qui est un peu comme Saliba ou Fofana. C'était un peu de la même veine, donc ils ont été dans un recrutement de proximité. C'est plutôt intelligent. Avant qu'il aille en Angleterre. On rappelle juste quand même que pour Lens, c'est la belle opération parce qu'il était arrivé libre du Havre. Donc c'est vraiment une belle plus-value. Tant mieux pour Lens. Après, le recrutement, il est certes de qualité, mais après, le rôle, la clé, c'est le manager quand même. C'est Bruno Genesio d'arriver à mettre tout ça en musique, créer une cohésion. Parce que des recrutements excitants, des joueurs qui arrivent en veux-tu, en voilà, super, ça nous anime la Gazette du Mercato pendant 2 mois, on est excités comme des puces. Et ensuite, souvent, il y a des contre-coups, il y a des déceptions, des joueurs qui ne s'adaptent pas. Lui, franchement, je ne m'attendais pas à ça et tout. Bon, il faut. Rennes est spécialiste de ça au début des années 2000. Ils ont claqué Lucas, beaucoup d'argent. Juste Fabagno. Fabiano, non, il n'y avait pas un truc comme ça. Au début des années 2000. C'est Lucas Severino. Lucas Severino. Ils sont arrivés de Pinot, ils ont claqué et ils n'ont rien eu. Non, mais le rôle du coach est hyper important. Après, l'équipe, elle est quand même globalement, franchement. Là, on voit la compo. T'as conservé Amari Traoré, qui aurait pu jouer dans des. C'est un super joueur, Amari Traoré. Bourigeaud, t'es allé chercher. Peut-être le gardien à Lens. Bourigeaud, t'es allé chercher à Lens quand il est. 5 millions d'euros. Aguerd, le Marocain, ils ont été le chercher à Dijon. L'année dernière, il fait une bonne première partie de saison. Il a le Covid. Derrière, c'est un peu plus compliqué. Mais c'était franchement un joueur qui était. Alfred Gomis. Attendez, il était scouté par des gros clubs, Aguerd. Il est regardé par des gros clubs. Vous parlez d'Aguerd, pardon. T'as Truffert aussi. Voilà, après, alors là où Dominique a raison, il va falloir trouver quel Camavinga. Est-ce qu'il va être impliqué, totalement concerné avec la pression, pas de pression, etc. Et puis en pointe. Là, vous avez mis Terrier, mais il y a Guirassy quand même, non? Oui, mais Terrier, c'est un peu le chouchou de Bruno Genesio. Une belle profondeur de banc. Donc, franchement, ils ont un effectif qui doit faire 2, 3, 4, 5, 6 max, mais pas au-dessus de 6. C'est un échec. C'est un échec, voilà. C'est la même chose que la saison dernière. C'est pas un échec non plus. Allez messieurs, merci beaucoup. Vous étiez très inspirés sur le Stade Rennais, ça fait plaisir. On se retrouve tout de suite après la pub pour parler de l'Olympique Lyonnais. J'ai l'impression que ça va pas terrible du côté de l'OL. À tout de suite. De retour sur la chaîne L'Équipe, on est très heureux d'être avec vous. Je le disais avant la pub, on va parler d'un club pour lequel ça va un petit peu mal. On pourrait même parler de crise. On va d'ailleurs se poser la question puisque le début de saison de l'Olympique Lyonnais est compliqué. Les résultats sportifs ne sont pas bons. Il y a les problèmes de comportement, le cas Marcelo. Alors est-ce trop tôt pour parler de crise à l'Olympique Lyonnais? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un nouveau super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Ils m'ont répondu oui, c'est la paire Guimet-Sévrac. Oui, bonsoir. Oui. Ils m'ont répondu non, c'est la paire Longeon-Djelit. Chez les Sévrac-Guimet qui commence. Commencer par le talent du groupe, on finira par un peu d'expertise. Si ça vous dérange pas, mais avec plaisir, mon cher Dominique. Vous êtes chez vous. Je vais essayer quand même d'apporter un petit peu d'expertise au et chez les Djelit Longeon qui commence.
Bah, comme tu veux, Manu, hein. je te laisse le choix. Allez, bah, je compte. Allez, Manu, non, c'est... Oui, non, c'est... Pas trop tard, on peut déjà le dire. Allez-y, on y va, Manu. Voilà, c'est pas ça la crise, parce que la gouvernance, elle est là. Merci beaucoup, Dominique. Vu que j'ai fait le pire lancement de duel de l'histoire de l'équipe du soir, je vais répéter. Si vous votez oui, c'est trop tôt pour parler de crise à Lyon, vous votez la paire Guimet-Sévrac. Si vous votez non, c'est Manu Longeon, Nabil Djellit. Comme ça, c'est clair, c'est important de rectifier. L'arbitrage du président Pierre Boubi. Hugo et Dominique. D'accord. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je pense que Lyon a besoin de cette crise. En fait, c'est une crise nécessaire pour le club. Je pense qu'ils n'ont pas été aussi droits dans leurs bottes à partir de ce moment, de ce qui est en train de se passer là. Je pense qu'il faut un peu mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Je pense aussi que quand ils ont recruté Bosch, toute la direction administrative, le président et tout ce qui est en haut étaient d'accord pour dire que de toute façon, ils prenaient un coach avec des principes de jeu, il savait très bien à quoi il s'attendait, c'est pas un coach politique, donc il savait très bien que ça allait foutre un peu le bordel à l'intérieur du vestiaire, parce que quand on s'habitue justement à faire des mauvaises choses, et ben pour remettre les choses à l'endroit, des fois ça fait un peu mal. Donc là ils sont dans cette période, mais je reste convaincu que c'est pas une façon, c'est un début de cycle, et un début de cycle, ça commence toujours par la fin de quelque chose. Donc, on est sur un nouveau lancement, et je suis persuadé qu'ils sont sur le droit chemin pour repartir vraiment sur ce qu'il faut, en fait. Ça, c'est des belles intentions, et on l'entend. Sauf qu'il y a une différence entre Lyon et peut-être d'autres clubs qui ont vécu la même situation la saison dernière. Monaco, la saison dernière, ils font un début de saison comme Lyon aujourd'hui. Sauf que la pression, elle n'est pas la même. À Monaco, Kovac, on lui a laissé le temps. Moi, j'entends ce qui est dit. Jusqu'à quand on va lui laisser du temps? Si ça continue sur cette dynamique-là, moi j'entends, hein, oui, il faut attendre, c'est la reconstruction, ça va prendre du temps. Mais est-ce qu'à Lyon, qui est quand même historiquement un club français sur les 20 dernières années, qui est juste derrière le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on va attendre? Oui, Nabil, justement. Nabil, Oui. la différence. Moi, je n'en suis pas persuadé. La vraie différence que c'est juste, voilà, on a vu l'épisode Sylvie. Tu parles de Bosch, on va lui laisser le temps ou pas. Regarde, le problème, c'est que quand il y a eu Rudy Garcia, ça a été un pansement. Ils l'ont pris en janvier parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il y avait que ça sur le marché. Donc ils ont fini. Ils ont fini leur truc avec Rudy Garcia. C'est la seule fenêtre de tir qu'ils avaient pour prendre un coach et partir sur un nouveau cycle. Comment tu veux qu'ils balayent ça au bout de 2 mois? C'est pas possible. Moi, je suis d'accord. C'est pour ça qu'ils sont derrière lui tout le temps. Moi, je trouve que par contre, c'est là où je diffère un peu de l'avis avec Nabil. De toute façon, je suis habitué à que tout le monde soit contre moi. Non, même les gens qui sont avec vous à la base. Pour moi, Boss, il n'est pas du tout coupable, où je ne remets absolument pas en question quoi que ce soit. Pour moi, il fait partie de la reconstruction. Là où je ne suis pas d'accord avec ce que disait Hugo tout à l'heure, c'est par rapport à l'unité. C'est-à-dire qu'on parle d'unité, d'un nouveau cycle, et là, tu commences, tu vas en barre. OK, pas le bon profil. Melvin Barr qui est parti à Nice. Voilà, Lucas, le coach le veut. Il le dit, le directeur sportif le veut, il le dit, le président le vend. Donc à partir de ce moment-là, tu peux me dire qu'il y a une unité coach, directeur sportif, mais pour moi, il n'y a pas unité coach, directeur sportif, président. Non. Hugo, réponse. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a une unité effectivement coach, directeur sportif et directeur du football, Vincent Ponceau, parce que c'est très important. Il y a une unité également avec le président qui donne les pleins pouvoirs sportifs au duo Bosch-Juninho. Et il faut savoir que Bosch, pour le coup, il a beaucoup d'importance dans la prise de décision. Les profils, notamment celui d'Azmoun, qui était sa priorité, le Onana qui a failli signer, tout ça, c'est grâce à Peter Bosch. Donc c'est une vraie plus-value pour le club, pour moi. Oui. Une vraie plus-value. Et encore une fois, Jean Lucas, effectivement, Peter Bosch voulait absolument le garder. Juninho, il l'a ramené au club, donc je pense également qu'il voulait le garder. Il a été malheureusement vendu par le club parce que ça représentait quand même une plus-value et parce que Lyon avait besoin d'argent s'il voulait lancer son recrutement. Voilà. Et après, le problème, enfin, c'est pas que c'est un problème, mais vous avez des entraîneurs qui sont un peu dogmatiques et pragmatiques. Vous êtes dans une séquence où il faut être pragmatique. Plus que dogmatique. Oui. C'est ce que je pense. Après, si lui ne se renie pas, il va jusqu'au bout avec ses idées. Si l'effectif ne correspondra toujours pas à ce que lui veut mettre en place, on va droit dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors, il y a un truc très important qui Hugo, ne va pas droit dans le mur, parce que justement, Nabil, tu parlais des divisions du vestiaire. C'est un vestiaire qui est aussi compliqué à gérer par tous les entraîneurs qui se sont succédés, etc. Ça s'est vu. Non, mais justement, Hugo. Et d'ailleurs, il y avait entre Rudy Garcia et Juninho la saison passée, ils étaient d'accord sur rien. Et même quand il fallait sanctionner un joueur, on l'avait vu avec Aouar, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Là, Marcelo, tout le monde était d'accord. Ah, mais en même temps, tu pouvais pas. Enfin, t'as regardé les attitudes. Enfin, à un moment donné, Marcelo, moi je veux bien, j'ai été joueur, mais moi je l'ai dans le vestiaire. Franchement, je le. Oui. Alors Marcelo, justement, c'est pas le premier. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer. C'est le problème de Lyon, c'est exactement ça en fait. Après, Pierre, vous parlez d'Onana. Oui, juste 2 secondes, parce que Pierre parlait de Marcelo. Le gardien aujourd'hui, le gardien historique de l'OL, il a dû apprécier. Anthony Lopez.
Là, sur le coup, franchement, c'est un CSC. On va juste parler 2 secondes de Marcelo, parce que Hugo, vous en parliez hier. L'Olympique lyonnais et Marcelo vont trouver un accord, une porte de sortie. En tout cas, lui, il a réagi sur son compte Instagram, Marcelo. Aujourd'hui, j'ai vu sur Internet que le club avait dit que je partais pour une raison en particulier. Ce n'est pas vrai, je vous dirai bientôt de quoi il s'agit. Est-ce qu'il bluffe ou pas, Marcelo, Hugo? Oui, enfin... C'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne pourra rien contester des faits. Il a souri, c'est ça? Est-ce que vous pouvez décrire ce qui s'est passé? Il s'est foutu de la gueule de Dubois. Non, ce qui s'est passé, il s'est moqué. Voilà. Il a eu un comportement narquois, taquin avec Dubois. Alors Dubois, après le match, a fait un discours un petit peu pour remobiliser. Qui est le capitaine, il est capitaine, voilà. Tout le monde avait un petit peu la tête baissée. Et à ce moment-là, Marcelo était en train de, comme il est souvent en train de le faire d'ailleurs, il souriait, il rigolait, il se moquait. Après une prestation quand même cataclysmique. À ce moment-là, Peter Bosz sort du vestiaire où n'étaient pas du coup Juninho et Vincent Ponceau qui étaient présents au match, et il a convoqué une réunion en disant voilà qu'il voulait plus de lui. Il a été suivi dans ce choix par le directeur sportif et par le directeur du football, puis par le président. C'est ça l'unité dont je parle, et c'est très important. En même temps, Marcelo, c'est difficile d'en vouloir encore parce qu'il ne correspond pas. Ils l'ont prolongé il y a 6 mois. Non, mais il ne correspond pas du tout à son style de jeu. Il correspond à rien. Je pense qu'il dit ça parce que quand lundi, quand ils lui ont annoncé, Marcelo non plus n'était pas contre quitter le club, donc. Finalement, il y a une volonté commune. Il y a quand même une volonté commune, et ça, je pense que c'est ça qu'il va dire. Pierre Boubi. Franchement, il a une attitude d'un mec qui veut partir, en fait. Le problème, c'est que quand tu es dans un vestiaire, tu es dans une situation compliquée, tu commences à faire un discours pour essayer de remobiliser tout le monde, et parce que tu es un capitaine, tu es un cadre de cette équipe, lui était censé en être un. À un moment donné, tu en as un du coin qui commence à se changer, aller à la douche comme s'il n'avait rien à foutre. Franchement, à un moment donné... T'as pas l'attitude pour rester dans un vestiaire, pour aider l'équipe. Ouais. Et c'est exactement ça. Mais Marcelo, il a provoqué son départ parce qu'il ne correspond pas. Mais ça n'a rien à voir avec le profil, Nabil. Mais le profil, il ne correspond pas du tout. Nabil a raison, parce que si j'ai raison, il court pas le mec. Il est là comme un folle-pomme. Non, mais si c'est Van Dijk. Si c'est Van Dijk. Pas tous en même temps, messieurs. Marcelo qui les mord dans le film cette saison. Tu respectes ceux avec qui tu es dans le vestiaire. Il a provoqué son départ. Exactement. Et ça l'arrange. Il voulait s'en aller. Et je répète que footballistiquement, on parlait des joueurs. Je suis d'accord avec toi. Il ne correspond en rien à ce que veut faire cet entraîneur. Quand tu ne corresponds pas à un coach ou à une équipe, à un moment donné, tu respectes tes coéquipiers. Je ne sais pas à quel coach il correspond d'ailleurs. Marcelo, oui, c'est une vraie question. Juste messieurs, parce qu'on fait le débat sur Marcelo, c'est bien, mais là on parle de l'Olympique lyonnais de manière générale. Puisqu'il y a eu Marcelo, le problème est réglé. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont été ciblés, visiblement, c'est Maxwell Cornet, Slimani, Diomandé, Oussem Aouar. Est-ce que le problème de comportement à l'OL, Hugo, vous le disiez, c'est quelque chose qui est récurrent. Est-ce que vous pensez que cette année, Peter Bosz, Juninho, l'unité dont vous parlez, vont être capables de le régler? Et si oui, comment? Je pense, parce que ça n'a pas pu se régler la saison passée, parce que justement il y avait des dissensions entre directeurs sportifs et entraîneurs. Et Rudy Garcia et Juninho, ils ont passé la saison à se tirer dans les pattes plutôt que vers le haut. Voilà. Et ça, les joueurs l'ont vu. Et en ont profité. Ils en ont profité. Donc le club n'est pas en crise en fait là. Non, mais justement, c'est ce que j'explique. C'est une sortie de crise. Ce qui est en train de depuis que Peter Bosz est arrivé. Ouais, les sorties de crise, des fois ça prend du temps et parfois c'est la sortie. On ne dit pas que c'est d'un claquement de doigts. Depuis que Peter Bosz est arrivé. Moi, ce à quoi j'assiste, c'est plutôt une sortie de crise. Et effectivement, ça va prendre du temps. Nabil, tu l'as dit, est-ce qu'il aura du temps? C'est ça la question. Est-ce qu'il aura des moyens? Il va falloir qu'il ait aussi des moyens pour recruter des joueurs avec lesquels il peut appliquer sa philosophie. Moi, je pense que ça va arriver aussi. Et les joueurs vont finir par comprendre. Aujourd'hui, Peter Bosz, quand il y a des joueurs qui ne respectent pas une fois, 2 fois ce qu'ils demandent, il arrête l'exercice et devant tout le monde, il allume le joueur et en fait, il fait remonter ça à sa hiérarchie. Donc, ça fait redescendre un peu les joueurs qui ont parfois un peu trop confiance. C'est un entraîneur d'ambiance. Mais non, mais c'est un entraîneur à poigne. Au moins, il travaille. Peter Bosz, c'est peut-être la première bonne nouvelle ou bonne décision depuis un an et demi à Lyon, parce que quand on voit, et là où je trouve que Lyon a beaucoup changé, c'est par rapport à la sacro-sainte institution. Je trouve qu'elle est plus faible qu'avant. Quand on voit les réactions de Marcelo, quand on voit par exemple Thiago Mendes et son épouse, la Zumba qu'ils font sur les réseaux sociaux, etc. Moi j'imaginais par exemple que à Lyon tu pouvais pas faire ça. Parce que tu pouvais... par exemple... Mais tu pouvais pas.
avant. Tu pouvais pas. Là, ce que disait Hugo, c'est intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez ce qui s'est passé avec Oussem Aouar ou ce que fait Oussem Aouar depuis le Final 8. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à imaginer cette attitude-là avec Peter Bosz s'il est effectivement proche de Juninho, parce qu'ils vont l'obliger à avoir une certaine exigence. Sauf que, messieurs, Hugo, tu prends le thème sortie de crise, donc ça veut dire qu'il y a une crise. Là, les joueurs que je vous ai cités, tous ne pourront pas partir de l'Olympique Lyonnais. Donc, mais ça va s'arrêter le 31 août. Hein. Oui, non, mais d'accord. Le 31 août, alors, quand ils vont voir qu'ils vont être obligés de rester, ils vont avoir envie de jouer. Hein. Donc là, Pierre Boubi, vous êtes capable de me dire, Oussem Aouar, qui depuis le Final 8 fait pas d'efforts, les problèmes de comportement qui durent depuis plus de 3 ans, juste parce que Bosz est là au 31 août, ça va repartir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Garcia, avec le mercato aussi l'année dernière? Jusqu'au 31 août, c'était pareil. C'était pareil. Le 31 août, ça a été fini. Après, à partir du 1er c'était jusqu'au 5 octobre, parce que c'était prolongé. Oui, c'était prolongé. Mais ça correspondait avec la trêve. Lyon était 14e à la trêve. Il y a eu la trêve et surtout fin du mercato. Bah oui. Et ils ont été champions d'automne. Vous savez, Giovanni, je vous en prie, Dominique. On rejoint le débat sur Thilo Kehrer et Drexler. À un moment donné, c'est aussi ce qu'ils veulent faire de leur carrière. Oussem Aouar, il n'était pas à l'Euro. Bon, il valait peut-être mieux pas le faire cet Euro, mais au bout d'un moment, c'est aussi qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur carrière. S'ils veulent faire les ozos toute leur vie, parce que nous, ce qu'on sait d'Oussem Aouar, c'est qu'il est capable d'avoir le niveau du Final 8. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il l'ait le plus souvent possible, qu'il ait cette régularité-là. Mais après, s'il préfère faire le zozo, le mariole, toute sa carrière, s'il préfère ne pas jouer Julian Drexler, être sur le banc et prendre les 621 000 € du salaire du Paris Saint-Germain, ok, pourquoi pas, c'est un choix, on le respecte. Mais moi, c'est pas ma vision du foot. Moi, je pense que quand t'es Julian Drexler, t'as un talent pur, bah, tu vas jouer au foot. Ouais. Quand t'es Oussem Aouar, tu montres sur la durée, sur 15 matchs, t'en fais 12 de bons et t'as le droit à faire 3. Oui, bien sûr, t'as le droit de temps en temps. Voilà. Mais si après ils veulent faire ça, bah, il y a ceux qui resteront dans l'histoire du foot, puis ceux qui passeront. Pierre, pour conclure. C'est comme l'attitude de Maxwell Cornet sur le deuxième tac, sur son rouge. Franchement, tu peux pas me dire que tu sais que tu vas prendre le deuxième jaune, que tu en as déjà un. Pourquoi tu fais ça? Il est déjà en train de sortir en plus. Bah oui, il le sait très bien. Il fait ça pour rentrer au vestiaire. Ça va pas. Bon, alors, messieurs, il y avait un super duel dans l'équipe du soir. On va tout de suite découvrir le résultat. Qui a remporté ce super duel? Oh là là, c'est la paire Guillemets. C'est vrai que c'est trop tôt pour parler de crise à l'Olympique Lyonnais. Je trouve que... J'espère surtout que c'est pas trop tard pour Lyon, moi. Comment? Bah, il y a 2 journées. Non, trop tard. Est-ce qu'on serait pas sur une fin de série pour Nabil Djellit? Oui, mais vous avez raison, Hugo. Mais vous avez raison. Bon, en tout cas, on a parlé des problèmes de comportement du côté de l'Olympique Lyonnais. Des problèmes de comportement, il n'y en a pas actuellement au Paris Saint-Germain. La préparation physique de Mauricio Pochettino semble très soutenue. D'ailleurs, il y a les témoins, c'est ce qu'on peut lire dans le journal de l'équipe du jour, qui rapportent que certains joueurs sont totalement KO. Du coup, on se pose cette question, est-ce que la réussite du Paris Saint-Germain se joue aujourd'hui, on entend par la préparation physique de Mauricio Pochettino? Il m'a répondu oui à cette question. Il est seul contre tous. Je pense qu'il adore ça. C'est Dominique Sévrac et il a 1 minute pour vous convaincre. C'est à vous, Dominique. Oui, il y a 2 moments clés dans une série. Vous avez été brillant comme trop rarement. Malheureusement, on va faire un tour de table pour savoir si vous avez convaincu vos petits camarades. Hugo Guimet? Alors oui, presque convaincu. Mais vous développerez après, Hugo. Là, on veut. C'est un petit tour de table. Désolé. Mon cher Nabil? Non. Non? Manu Longeon? Presque convaincu. La musique va arriver, c'est normal. Presque convaincu? Ouais. Moi, vous me demandez pas? Mais non, vous avez déjà fait 1 minute, mon cher Dominique. Vous voulez refaire 1 minute? Non, je suis convaincu par Ok, c'est mieux. Et Pierre? Archi convaincu. Archi convaincu. Et vous, plutôt, ouais. Franchement, j'ai trouvé bon. Nabil, vous n'êtes pas du tout convaincu? Dans un monde normal, dans un championnat disputé, j'aurais dit oui, mais le Paris Saint-Germain joue la Ligue 1. Si c'est l'entraîneur de Manchester City ou de Tottenham qui a 5 ou 6 fauves d'entrée avec lesquels il faut être tout de suite au taquet, je vous dirais oui. Non, la période la plus clé pour le Paris Saint-Germain, là où il faut être prêt, tactiquement, normalement, et aussi physiquement, c'est au mois de février quand commence la deuxième. Pardon? Ça se prépare maintenant? Oui, mais c'est-à-dire que je pense que... T'es d'accord avec nous, en fait. Pardon? T'es d'accord avec nous, en fait. Pour moi, être prêt physiquement aujourd'hui, c'est surtout pour la première partie de saison. Pas prêts physiquement, ils travaillent pour être prêts justement pendant cette période. Tu vas pas faire des prépas tous les 2 mois. Hein. Non, mais la prépa, là, c'est pour être prêt au 15 septembre, au taquet pour le début de la Ligue des Champions, surtout. Bah non, c'est comme ça que je le lis, moi. Après, après, appelez Bob Tari. Ils n'ont pas pris la caisse en juillet pour jouer en février. Ils ont pris la caisse en juillet pour être en forme sur toute la première partie de saison et quand ils vont commencer à enchaîner les matchs, et pour arriver en février sans trop de blessés et avec une prépa intégrée pendant la trêve hivernale. C'est obligatoire. C'est le dosage. Non, mais c'est ça qui va se passer. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est pour ça que moi j'ai dit presque convaincu, pas tout à fait convaincu, parce que je rejoins Nabil sur ce point-là. C'est que pour moi,
Enfin, la question, est-ce que la réussite se joue-t-elle maintenant? Pour moi, elle se joue maintenant pour la Ligue 1. Pour pas qu'on assiste à ce qu'on a vu la saison passée avec la victoire de Lille en championnat, parce qu'ils avaient foiré leur début de championnat, etc. Là, ils l'ont pas foiré parce qu'ils sont beaucoup mieux préparés. Il y a moins de cas Covid. Malgré non, mais il leur manque plein de joueurs, là, Nabil. Il leur manque 7 ou 8 mais t'as vu la compo à Lens l'année dernière, là, c'était incroyable. Voilà, mais ils gagnent quand même leur match. Et il y avait un article dans l'équipe aujourd'hui intéressant là-dessus d'ailleurs. Qui expliquait qu'ils étaient de Hugo, voilà, Hugo et qui expliquait qu'ils étaient très en forme, mais c'est un changement par rapport à la saison passée, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront en forme en février. Et la saison en général du PSG se jouera en février. Vous pensez sérieusement que les préparations estivales ne permettent pas d'aller jusqu'au bout d'une saison? Elles ne sont pas organisées pour aller dans les grands clubs. Ils ne refont pas tout en janvier. Il y a des équipes en première partie de saison, elles sont bien préparées, cartonnent tout. Il y a un chiffre, juste messieurs, il y a un chiffre, 500. L'équipe type du Paris Saint-Germain a cumulé plus de 500 jours d'indisponibilité la saison dernière. Est-ce que ça, vous pensez que c'est dû? Alors évidemment, c'était compliqué. Il y a eu le Final 8, le Covid. Mais est-ce que ça, c'est lié aussi à une mauvaise préparation? Historiquement, ce qui a été reproché à Tourelle aussi, au-delà du fait qu'il y avait un problème personnel avec Leonardo, visiblement, c'est aussi le travail de son préparateur physique, dont les joueurs disaient qu'il dosait mal la charge de travail. Parce que tout le monde se pétait. Et les mecs disaient, il est fou. Dominique, justement par rapport à ça, Mauricio Pochettino en avait parlé dans Le Parisien, il avait donné une interview, il avait dit « Nous sommes arrivés au milieu d'un projet qui n'est pas le nôtre, nous sommes là pour optimiser, nous adapter à la réalité que le club vivait. C'est différent d'arriver comme Tourelle ou Emery en début de saison avec la possibilité d'établir une stratégie d'avant-saison. » Donc on sent quand même que dans son discours, l'avant-saison c'est primordial pour lui. Une part de communication pour dire tout ce qui va se passer de mal, c'est pas de ma faute. Oui. Ça, si on perd le titre contre Lille, tout ça, il avait dit à partir de ce moment-là, on pourra me juger l'année prochaine. Voilà, donc il y avait une part de communication pour dire alors que ça marche pas, parce que quand tu perds le titre contre Lille, tu es aussi impliqué. Oui. Et puis en même temps, il y a une part vraie, c'est-à-dire que, encore une fois, vu sa méthode à lui, qui est énormément fondée là-dessus, évidemment que s'il n'est pas là au début, il lui manque énormément de choses. Il lui manque peut-être 30%, 40% de son travail. Donc là, c'est un moment clé essentiel de la méthode Pochettino. Après, ça marchera ou ça marchera pas. Mais pour vous, c'est maintenant. Là, il est en train de construire le truc. Manu, alors, après j'y vais. Là où je disais que j'étais en partie convaincu, c'est que c'est vrai que tous les joueurs qu'il a eu au Tottenham ont expliqué le côté fondamental de la préparation physique et du fait qu'ils étaient en forme et que c'était un des ingrédients essentiels. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, il y a 2 points. C'est que la première, c'est que tout le monde ne fait pas la même préparation estivale. Parce que par exemple des petits clubs, un club comme Clermont, un club comme Troyes, ils ont besoin d'être en forme maintenant pour prendre le plus de points possible. Paris, ils n'ont pas besoin d'être en forme au pic de leur forme maintenant. C'est ça. Et donc est-ce que ça se joue maintenant? Non. Le PSG, ils font une préparation, ce qui est normal, mais pour moi, la grosse préparation, c'est pour être au top à partir de février à mars-avril. Mais il ne joue pas la Serie A des années 90 et 2000. Le maintenant de la question, il n'est pas sur est-ce qu'il faut être bon maintenant? Il est sur le fait que ça se passe maintenant. Oui, parce que la prépa est maintenant, bien sûr. Elle n'a pas lieu en octobre. Exactement. On ne dit pas qu'il devait être prêt à la deuxième journée. On dit qu'elle a lieu là où on parle. Ce qu'on dit très clairement, parce que visiblement, les gens n'ont pas l'air de comprendre la question, c'est ça, Dominique, j'essaye de vous aider. C'est que la préparation qui se joue maintenant doit être bénéfique pour le Paris Saint-Germain au moment où ça compte, à savoir en février, mars, là où d'habitude ils ont des absents. C'est la vision de Dominique, mais moi je ne suis pas totalement d'accord avec. On a compris. Pierre, vous vouliez réagir, je vous vois bouger dans votre coin. Oui, parce que en fait, quand on fait une préparation, normalement c'est entre 5 et 6 semaines. Donc 5 et 6 semaines de prépa, tu es bien jusqu'à décembre. Mais en décembre, tu as toujours une mini-prépa de 5 jours pour te remettre dedans. Mais ça n'a rien à voir avec la prépa d'avant-saison. Celle qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est ce qui va déterminer l'état physique de toute l'année en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'ils soient prêts de toute façon au mois de septembre, pas que pour la Ligue des Champions. Tu parlais de la Ligue 1, ça sert à rien. Je suis désolé. Tu veux mettre non mais tu veux. Me fais pas dire ce que j'ai pas. Tant pour moi. Mais si tu veux travailler pour faire tes matchs en Ligue des Champions, tes matchs de Ligue 1 sont faits pour ça. Donc si tu mets pas l'intensité pour les matchs de Ligue 1, tu pourras pas les mettre en Ligue des Champions non plus. À un moment donné, il faut que les choses soient cohérentes. Si tu prépares ta Ligue des Champions pour être performant là-dedans, fais-le maintenant. C'est maintenant que ça se passe en fait.
Ok, c'est très bien Pierre, mais par contre je vais quand même être obligé, parce que vous êtes président, que quelqu'un autour de la table se permette de dire des propos qui n'ont pas été dits, d'accord, mais vous êtes président, vous avez une autre responsabilité. Je ne peux pas tolérer ça. J'ai pas de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire? Non, j'ai des absences. Juste pour terminer sur cette thématique, aussi on s'appuie sur l'histoire récente du Paris Saint-Germain, où il y avait quand même historiquement beaucoup de blessures musculaires au moment où ça compte. Est-ce que cette préparation physique de Pochettino peut corriger ça, Dominique? C'est le but. Oui. Maintenant, on va voir. Hein. Après, il y a la préparation peut être responsable. Il y a aussi l'hygiène de vie personnelle. Mais c'est Neymar. Neymar, je ne pense pas que ça soit le staff de Emery ou le staff de Tourelle qui les conduit à se péter souvent. Non, mais il y a un truc que fait beaucoup Pochettino, c'est justement l'avant-entraînement. Il a mis ça en place où justement il y a tout le temps du renfort qui est fait avant pour tout le monde. Ça fait partie de l'entraînement et c'est un truc que tous les sportifs qui se blessent pas ou moins le font. C'est détaillé dans le journal L'équipe du jour. Ça s'appelle la préactivation avant l'échauffement. Et ce qui change aussi, c'est que maintenant les entraînements sont le matin à 9h30 quand on sait qu'avant c'était un petit peu plus tard dans l'après-midi. Il ne faut pas sortir trop tard ou pas jouer trop longtemps. Ouais. Il avait une minute pour vous convaincre, c'était Dominique Sevrac. Est-ce qu'il vous a convaincu, chers téléspectateurs de l'équipe du soir? Oui. Oh, bravo Dominique. Mais quel talent. Mais c'est incroyable. Quand vous me lancez bien, ça marche bien. Ah oui, le problème c'est que ça c'est pas sûr. Parfois vous savonnez la planche. Exactement, mais c'est parce que je vous aime dans le fond, mon cher Dominique. On va parler d'un homme qui pourrait se rapprocher de l'équipe de France. En tout cas, si Monaco réalise pas un très bon début de saison, lui, il est excellent. C'est Aurélien Tchouaméni, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Alors la question, elle est vraiment toute simple. Il y a la liste de Didier Deschamps jeudi prochain. Est-ce que Tchouaméni, appelé par Didier Deschamps la semaine prochaine, est-ce que vous prenez les paris, messieurs? Habillage à l'américaine. Habillage à la française, bien sûr, quelle erreur. Hugo Guimet. Oui, parce que j'aimerais bien. Nabil? J'en ai aucune idée. Ok, aucune idée. Manu Longeon. J'aimerais bien, mais non. Non? Je pense qu'il n'y sera pas. Dom? Je pense que ce n'est pas le moment encore. D'accord. Pierre? Carrément, parce qu'il a le niveau. Oui. Bon. Dominique, vous me parlez pas le moment. Pourquoi? Parce que je pense que l'euro n'était pas... je pense pas que la faillite soit dans le système du milieu. Je pense pas qu'il y ait N'Golo Kanté, Paul Pogba ou Adrien Rabiot qui étaient majoritairement titulaires. On a un petit peu vu Tolisso aussi. Je pense pas que ça soit là que les Bleus ont plus pêché. Je pense qu'il faut revoir un peu les bases arrières. Moi, je pense que c'était là... La défense. La défense, les latéraux, l'équilibre général. Alors, ça passe aussi par le milieu. Mais si c'est pour venir et faire un petit tour... alors, si c'est pour prendre l'air, mais... Je vois pas l'intérêt. C'est pour ça. Tous les joueurs qui viennent, c'est pour ça. Enfin, Kamavinga, il est venu, il a joué. Mais les joueurs aujourd'hui, tu sais, Hugo, de 20 ans, 22 ans, ils veulent venir et jouer. Hein. Oui, mais il va pas intégrer l'équipe de France au moment où il va être titulaire, en fait. Il va d'abord intégrer l'équipe de France pour découvrir les Bleus, etc. C'est pour ça que moi, je pense qu'il peut y être. Un joueur comme Sissoko, je pense qu'il y sera pas, clairement. Il est en difficulté à Tottenham, ils veulent le vendre, etc. Ça peut être une opportunité pour Tolisso. Si Tolisso, il est en forme, Tolisso, il y sera. Après, on va en parler de Tolisso tout à l'heure avec Alexis Menuge. Ah, voilà. super. Ça se joue pas sur Pogba, Kanté, Tolisso, Rabiot. Ça se joue sur les autres postes où il y a un petit peu des joueurs en balance. Voilà. Moi, je m'attends à qu'ils rappellent les mêmes et qu'ils fassent une séance de psychothérapie collective là. Et que tout le monde mette... Bon, j'ai bien compris, vous y croyez pas. Mais alors, je vais vous poser la question différemment. En termes de niveau, en termes de niveau. En termes de niveau et de mérite, oui. C'est-à-dire qu'en termes de niveau et de mérite, oui. Mais par exemple, si on parle de temps de jeu et de niveau, par rapport au temps de jeu de Tolisso, il doit y être. Par rapport à Sissoko, on n'en parle même pas. Donc il doit y être. Donc en termes de mérite, est-ce qu'il doit y être? Oui. Parce que la fin de saison dernière, sur les 6 derniers mois, c'est probablement équipe type Ligue 1. Hein. Il était monstrueux. Giovanni, on avait une liste, c'est hyper intéressant. Oui. Là, dans la liste, je pense qu'on est tous d'accord. Ils ne regardent pas les 4 Paul Pogba, N'Golo Kanté, Corentin Tolisso. Les 4 premiers, ils vont y être, mais les 4 autres, Tchouaméni, il est largement devant là, pour moi. Oui, en termes de niveau, bien sûr, il est meilleur. Oui, il est meilleur que Sissoko, Ndombele, Kamavinga, Aouar. Ouais, c'est pas le même profil. C'est pas qu'il est meilleur ou quoi, mais Ndombele, Sissoko, ils sont sur le départ, ils sont sur la liste des transferts à Tottenham. Et Kamavinga, il est dans la, on en a parlé tout à l'heure. De humer la sélection, de prendre rendez-vous, alors là, oui, d'accord. Pierre, vous étiez totalement convaincu par le fait qu'il doit y être même. Déjà sportivement et de toute façon, Deschamps, à un moment donné, il va falloir qu'il se pose la question s'il le prend ou pas. Et je pense qu'il a l'habitude de prendre des mecs, d'intégrer
intégrer justement l'équipe de France pour savoir leur état d'esprit, comment ils travaillent, comment ils s'intègrent dans le groupe. Enfin, moi, de tout ce que j'entends, en tout cas, je le connais pas personnellement, mais Aurélien Tchouaméni, c'est un exemple de travail et du milieu. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de ça, mon cher Pierre, parce que oui, enfin vous enflammez pas non plus. C'est Fabregas qui en parle. Il dit. Il fait des choses très simples, il est très agressif, il sait que la première chose à faire c'est regarder vers les attaquants pour être au départ des actions du but, ça c'est sur sa qualité de joueur et il s'est dit, je me suis tout de suite dit que c'était un mec très bon quand il a signé ici, ses premiers mois ont été un peu difficiles mais après avec plus de confiance il n'a jamais cessé de s'améliorer, ça veut dire aussi que c'est un garçon qui travaille énormément. Une marge de progression encore, moi je sais pas où il va s'arrêter ce garçon, il a un talent, il a tout ce qu'il faut pour intégrer l'équipe de France rapidement. Et quand on voit la liste, là, pour moi, il va... Il a quel âge ? Il a 21 ans. Il a fait toutes les classes depuis les U16 en équipe de France. En fait, c'est le moment. Je change d'avis. Vous changez d'avis. Vous changez. Il sera dans la liste. Merci, Dominique. Merci, Dominique. Mais on fait pas ça. On n'a pas le droit de changer d'avis. Mais c'est une émission d'opinion. Les gens, on est convaincus. Ah non, je suis pas d'accord. Pas vous, pas comme ça, pas après tout ce que vous avez fait. Je suis allé d'accord. Bon, ça arrive. J'ai changé d'avis à vos propos, notamment de Pierre, et j'ai le droit d'écouter le président. Changer d'avis, comme ça. C'est l'avis présidentiel. J'ai pas changé d'avis dans l'urne, j'ai changé d'avis. Vous l'avez déjà entendu parler en après-match. Tchouaméni, c'est très impressionnant pour son âge. Vous voulez l'écouter, Hugo ? Très juste. Je veux bien l'écouter. On va l'écouter sur sa progression depuis qu'il est arrivé à l'AS Monaco. Aurélien Tchouaméni. Quand je suis arrivé de Bordeaux, c'était mon premier transfert. Je quittais un peu le cocon dans lequel j'étais depuis mes débuts footballistiques. Donc forcément, ça demande une période d'adaptation. Je pense que ça s'est vu sur le premier mois que j'ai fait, étant donné qu'après il y a eu cette période Covid qui nous a un peu stoppé. Mais après, le coach Kovac est arrivé et je pense qu'à l'image de l'équipe, j'ai réussi à monter en puissance au fur et à mesure des mois. De par le fait qu'au fur et à mesure des matchs et des entraînements, je comprenais de plus en plus ce que le coach attendait de moi et de l'équipe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Mais j'ai encore envie de progresser, j'ai une énorme marge de progression, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Et c'est ça qui fait que j'essaie de travailler au quotidien pour réussir à remplir mes objectifs. C'est vrai que Tchouaméni fait très posé, très bien dans sa tête. Nabil, est-ce qu'il a vraiment le potentiel pour être un joueur de l'équipe de France sur les prochaines années ? Oui, il a le potentiel, mais d'autres aussi qui n'ont pas été cités. Soumaré ? Boubakary Soumaré, par exemple. Il vient de signer à Leicester. Français, je dis souvent, on est assis sur du pétrole et du gaz. Il y a des joueurs, il y a des joueurs de partout, des joueurs dont on ne parle pas aujourd'hui, qui vont certainement émerger, qui sont peut-être dans des catégories jeunes. Mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est son discours. Et puis, parfois, vous avez des coachs que vous rencontrez dans votre carrière et qui vous font progresser, qui vous font changer. Et il a cité à plusieurs reprises son coach et je trouve que c'est un bon discours de sa part. En tout cas, la réponse, ça sera jeudi prochain. Le rassemblement de l'équipe de France, ça sera le lundi 30 août. Évidemment, vous suivrez ça sur la chaîne Équipe. On va tout de suite retrouver Leroy Cabella pour nous donner quelques infos transferts et notamment du côté de Manchester United où il y a un défenseur français qui vient d'arriver. Oui, Raphaël Varane a fait son premier entrée partir ni cet été, ni l'été prochain. Regardez ce qu'il déclare. Haaland a toujours un contrat sur le long terme avec nous. Ce n'est pas parce que le public parle constamment de son départ du BVB l'été prochain que cela doit nécessairement être le cas. Au final, Erling doit décider lui-même où il voit son avenir. Puis peut-être qu'il restera plus d'une saison si nous écrivons une histoire extraordinaire. Merci beaucoup. Il est d'accord avec un club déjà. Comment ? Moi, je pense qu'Erling Haaland s'est mis déjà d'accord avec lequel ? Vous donnez l'info ou pas ? Je vous dis qu'il s'est peut-être mis d'accord avec un club. Oui, mais lequel ? La prochaine fois, je vous dis. La prochaine fois. Bon, c'est du teasing. On l'arrête plus. On l'arrête plus. Messieurs, on parlait du marché des transferts. Il y a une révolution qui va intervenir dans le fair play financier de l'UEFA. On va accueillir tout de suite un personnage qui connaît ça par cœur. C'est Pierre Rondeau, notre économiste préféré. Alors, qu'est-ce que fait l'UEFA, mon cher Pierre, avec son fair play financier ? Elle révolutionne totalement le règlement européen, c'est clair. Alors, c'est pas encore officialisé. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ça fait quelques années maintenant que l'UEFA cherche à modifier et réformer son fair play financier parce qu'effectivement, d'un point de vue strictement comptable, c'est un succès. La dette du football s'est réduite de 80% depuis 2011. Ce qui était l'objectif initial. Alors, l'objectif initial, c'était à la fois lutter contre la dette sportive, la dette financière des clubs, mais aussi... Et freiner les clubs États. Effectivement, mais surtout et aussi renforcer la compétitivité, renforcer l'équité, renforcer l'égalité, finalement se dire que l'intensité compétitive entre les clubs, que chacun puisse s'armer à armes égales finalement. Ça a bien marché, hein ?
Bah voilà, on va reprocher. Pardon pour l'ironie. On va dire que le fair play financier est un succès comptable, mais est un semi-échec sportif. Alors comment l'UEFA compte révolutionner ce fair play financier? L'UEFA compte, ça va être dans les petits papiers, ça va être dans les discussions d'ici quelques mois pendant les prochaines réunions au sein de la Fédération européenne, mettre en place un salary cap. Un salary cap, c'est un plafonnement de la masse salariale par rapport, alors sur une base d'un ratio, c'est-à-dire qu'on prend le chiffre d'affaires total du club, on prend la masse salariale totale, on fait donc l'un sur l'autre, et il ne faut pas dépasser un certain montant, un certain ratio, en l'occurrence 70%. Comme en Espagne. Vous ne pouvez pas dépasser 70% du ratio masse salariale sur chiffre d'affaires. Sauf que, si on le dépasse, exactement, c'est ce qu'on appelle un salary cap souple. On va avoir les salary cap durs, tu ne peux pas les dépasser. Un salary cap souple, tu peux le dépasser. Si on le dépasse, on va avoir ce qu'on appelle la luxury tax, la taxe sur le luxe. Comme en NBA, ouais. Exactement. Modèle NBA. La luxury tax, c'est payer une amende au prorata du dépassement. C'est-à-dire que si vous dépassez à 71, 72, 73, etc., vous payez une amende. Selon le Times, une amende de 100% du dépassement. Autrement dit, 1 euro dépensé en plus au-dessus du ratio, c'est 1 euro donné à l'UEFA. À 100%. Vous dépassez de 100 millions, vous payez 100 millions. Exactement. Ouais, ça serait énorme, mais effectivement, c'est ça. Et ça serait une taxe progressive, c'est-à-dire qu'entre 70 et 90%, c'est 100%, 1 euro dépensé, 1 euro donné. Entre 90 et au-delà, c'est 1,5 euro, Pierre, 150%. Juste pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que les clubs pourront investir sans limite, et s'ils dépassent ces limites, ils paieront une amende. Une limite tout de même de 100%. Donc c'est quand même c'est assez contraignant. Si t'as pas de problème d'argent, t'es tranquille. Là, effectivement, là où ce qu'on reprochait au fair play financier, c'est de ne pas permettre à ce que des clubs États comme City, comme le PSG ou des nouveaux riches propriétés de grands investisseurs, on les a empêchés de pouvoir dépenser comme ils le souhaitaient. Aujourd'hui, avec cette réforme-là, ils pourront dépenser comme ils le souhaitent, à la seule condition qu'ils paieront une taxe au prorata du dépassement. Ils pourront dépenser comme ils souhaitent. Acheter pour 300 millions de joueurs. Ils ne voudront pas payer la luxury. Du moment que la dette est solvable, encore une fois. Mais ils voudront pas. Hugo Guimet. Oui, pour moi, je suis favorable vraiment à ce type de mesures, etc. Mais on voit dans le thème qu'on compare à la NBA. Pour moi, c'est pas comparable parce que les masses salariales ne seront pas plafonnées. En fait, de ce que je comprends de ce que tu es en train de nous dire. Déjà, juste Hugo, par rapport à la différence majeure, c'est que quand tu as sous contrat avec une franchise NBA, on ne te demande pas ton avis si tu vas être transféré ou pas. C'est un parallèle, mais c'est sur la luxury tax et le salary cap. Mais pas sur le mode de fonctionnement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'écart dans la compétitivité et surtout dans la concurrence. Que la concurrence soit loyale entre les clubs et tout. Et ce qu'on voit, c'est que cet écart ne cesse de grandir sans arrêt. Je ne pense pas que cette mesure, ça puisse permettre à l'écart de se réduire, parce qu'un club qui a un chiffre d'affaires de 2 milliards, il pourra quand même avoir une masse salariale de 1,5 milliard. C'est en fait. Ouais. Non, mais le truc, c'est que en fait, ça va pas régler le problème de la concurrence. Moi, je vois deux choses. La première, c'est que on dit 70% du chiffre pour la masse salariale, sauf que selon si c'est le salaire, il est en Espagne, en Italie ou en France, il ne coûte pas la même chose. Et la deuxième chose que je trouve assez choquante, c'est que l'UEFA, quand elle dit « vous me donnerez 100% de l'amende », elle va prendre les sous. Est-ce que vous pensez que demain, on va pas dire le PSG au City de dire on va filer 50 millions à lui, on vous donne 50 millions. Est-ce que vous pensez que ça va être un problème? Donc pour moi, non seulement ça régule pas, mais c'est une façon de récupérer encore plus d'argent. Pierre, la réponse. Juste pour Pierre, ça, le modèle américain, c'est ce qu'on récupère de la luxury tax va à destination des clubs qui ont respecté le salary cap. Autrement dit, les clubs entre guillemets pauvres qui seraient en dessous des 70%. Si on respecte cette logique dans le cadre de l'UEFA, ça serait pas de l'argent pour elle. En théorie, si on le souhaite, ça serait redistribué. Ça sera redistribué. Toute la question est de savoir à qui. Effectivement, ça sera aux clubs participants, aux clubs non participants, aux clubs pauvres, aux clubs riches qui respecteraient. Parce qu'il y a des chiffres, par exemple, qui commencent à circuler. Le Real Madrid, le Bayern Munich respectent le salary cap. Ça voudrait dire que l'UEFA viendrait donner de l'argent à ces clubs. C'est ça. C'est toute la question. Est-ce que l'argent récupéré vient à destination du football pour toutes et tous, ou de ceux qui le respectent? Et donc, le Bayern Munich. Ça, c'est les valeurs. Le football pour tous et pour tout le monde. À partir du moment, Pierre, où le PSG aurait les moyens de payer l'amende, est-ce que pour eux, ce serait un problème en fait? Non, ils font ce qu'ils veulent, Dominique. Non, mais s'ils estiment qu'il faut plus, ils vont surpayer des joueurs et que l'amende de 100 millions, elle ira à des petits clubs, ils diront tout le monde. Et rajoute à ça la fiscalité. Et ils diront, mais la vraie question, Pierre, en fait, on a financé tout le football. Enfin, Pierre, la vraie question, en fait, c'est de savoir où cette luxury tax ira.
Et ça, c'est vraiment la clé du problème, en fait. Parce que c'est clair que si le PSG, en dépassant le salary cap, il donne de l'argent à Lorient, c'est sûr que ça ne va pas poser de problème. Eux, ils seront contents, ils vont pouvoir y aller banco. Mais le truc, c'est comment déterminer justement pour que ça régule vraiment et qu'il y ait de la compétitivité. Elle est là, la question, en fait. Juste Pierre, pour conclure, cette réforme, elle devrait intervenir quand? Elle devrait intervenir pour la saison 2023-2024, pour laisser le temps aux clubs justement de réduire leur masse. Et en termes fiscal, alors justement, actuellement, en l'état actuel des choses, c'est inscrit noir sur blanc sur le règlement du fair play financier, les cotisations, les taxes et les impôts ne sont pas pris en compte dans les calculs de l'équilibre. Est-ce que ça va changer pour ce salary cap? On restera sur une inégalité de fait entre la France et les pays européens. Merci beaucoup Pierre, je suis content parce que vous avez passionné tout le monde, c'était très clair. Merci beaucoup mon cher Pierre, excellente soirée à vous. On va retourner voir Leroy, c'est l'heure du JT Express et Balerdi connaît sa sanction, lui qui a pris un deuxième carton jaune face aux Girondins de Bordeaux au stade Vélodrome. Oui, ce sera 2 matchs fermes de suspension pour Léo Balerdi, il va manquer le prochain déplacement du coup ce week-end face à Nice et le prochain match face à Saint-Etienne, donc 2 matchs de suspension pour Léo Balerdi. Vous avez une réaction par rapport à ça? C'est normal. Il y en a un d'automatique. Un rouge, il y a un dommage automatique, et après un deuxième. Bon, et ben c'est formidable. Ça va être un retour d'Alvaro surtout. Le directeur de la com. Le directeur de la com de l'Olympique de Marseille. C'était Herrera au Paris Saint-Germain. Et Alvaro à l'Olympique de Marseille. Excellente remarque Nabil. Vous avez été brillant. Je sais toujours sortir du bois quand il le faut. Bon, Leroy, on va partir en Allemagne. Il y avait un match important non, hier soir? Oui, la Super Coupe d'Allemagne avec déjà la 9e Super Coupe remportée par le Bayern Munich. C'était face au Borussia Dortmund hier soir et déjà un titre pour Julian Nagelsmann qui vient d'arriver au Bayern Munich. 41e minute de jeu, Lewandowski ouvre le score face à son ex. Juste après la mi-temps, Thomas Müller double la mise pour le Bayern. Dortmund revient dans la partie grâce à cette frappe magnifique de Marco Reus. Et puis regardez cette énorme erreur d'Akanji. C'est Tolisso qui est vigilant et qui sert Lewandowski pour la victoire 3-1 du Bayern Munich face au Borussia Dortmund. Bien avec Dortmund, c'est qu'à chaque fois, ils font des matchs spectaculaires contre le Bayern. Ils perdent, mais ils marquent toujours le plus beau but du match. C'est intéressant. On va connaître un homme qui connaît parfaitement la Bundesliga, c'est Alexis Menuche. Bonsoir Alexis. Oui. Bonsoir messieurs. Comment allez-vous Alexis? Quand le Bayern bat Dortmund, ça va toujours très bien pendant 2-3 jours. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre? Parce que c'était les débuts de Nagelsmann du côté du Bayern Munich et c'était les débuts aussi, enfin les débuts non, parce qu'il y avait les matchs de Coupe d'Allemagne pour le Borussia Dortmund, mais les grands débuts de Marco Reus aussi. Marco Reus. Oui, c'était surtout le grand début de Marco Reus, c'est vrai. Hein, c'est pas le père de Marco Reus, hein, c'est aucun lien de familiarité. C'est bon, ça. Mais c'est vrai que pour lui, ça avait bien commencé en Bundesliga. Il avait mis une trempe à l'Eintracht Francfort 5-1 et au gardien préféré Dominique Sévrac, Kevin Trapp. Mais c'est vrai que Dortmund hier a connu son premier test et le Bayern s'est logiquement imposé, même si Haaland a encore été un danger constant. Les Munichois ont été beaucoup plus réalistes, beaucoup plus cliniques dans le dernier geste et ils ont montré qu'ils y restaient les plus forts en Allemagne. Qui se sont rassurés un peu aussi les hommes de Nagelsmann qui n'avaient pas connu la moindre victoire en préparation, qui n'avaient fait qu'un but partout à Mönchengladbach pour l'ouverture de la Bundesliga. Et la première victoire de Nagelsmann au Bayern, elle est synonyme de premier titre aussi dans sa carrière pour le jeune entraîneur allemand. Aussi des nouvelles de Robert Lewandowski, on a vu qu'il était bien en jambes, l'attaquant polonais. Oui, c'est vrai qu'il a même fait un bel Euro, même si la Pologne s'est fait éliminer au premier tour. Il a bien récupéré ensuite, avec 5 semaines de vacances. Il en a bien profité, mais s'est quand même entraîné tous les jours avec sa femme. Un programme individuel bien rigoureux, bien sérieux. Et là, il est toujours aussi affûté. Il a marqué à Mönchengladbach vendredi. Il a encore été étincelant hier. Un doublé, une passe décisive. Le Ballon d'Or, c'est plus pour très longtemps. Ah d'accord, c'est une information carrément, mon cher Alexis. Non, c'est mon avis. Ah d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des Français, notamment Upamecano, qui a vécu un premier match compliqué face à Gladbach? Bounassar a joué 2 minutes. Plaisanterie à part, Dayot Upamecano, qui avait été très critiqué après sa médiocre prestation à Mönchengladbach vendredi, a été beaucoup plus solide hier, notamment face à Erling Haaland. Kingsley Coman, lui, a encore quelques soucis physiques. Il a disputé une première mi-temps intéressante. Il a ensuite laissé sa place. Et puis Tolisso, qu'on annonce sur le départ, lui, il a été plutôt convaincant. Non pas seulement cette belle intervention, comme vous l'avez vu sur le 3e but de Lewandowski, mais il a également été très bon, très incisif, très costaud dans les duels. Alors peut-être qu'il a finalement un avenir à Munich, les jours prochains nous le dirons, alors que Pavard et Hernandez, eux, sont toujours à l'infirmerie.
Merci beaucoup Alexis, je vous souhaite une excellente soirée, c'était brillant comme toujours. Leroy, on poursuit, on connaît désormais... Comment ? Dankeschön. Oui, bien sûr, vous parlez allemand également Dominique, quel homme de talent. On connaît maintenant les groupes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Leroy. Ah oui, la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Et regardez les groupes A et B, plutôt à la portée du Sénégal et du Cameroun. Vous le voyez, un groupe c'est difficile pour le Maroc et puis le champion en titre, l'Algérie, qui va retrouver la Côte d'Ivoire. Nabil, une réaction sur le tirage au sort de la CAN ? Un beau plateau avec un énorme choc entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et à noter peut-être le groupe le plus relevé, celui du Maroc avec le Ghana, le Gabon et nos amis des Comores qui se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire. C'est quelque chose qui est historique et très apprécié du côté de Marseille notamment. Merci beaucoup Nabil. Leroy, une triste nouvelle dans le monde du football. Oui, Didier Noto s'est éteint à l'âge de 73 ans, l'ancien entraîneur du Havre, qui était également passé par les sélections du Bénin et du Burkina Faso. Il s'est donc éteint à 73 ans. Évidemment, toutes nos condoléances. On passe désormais au vélo et la Vuelta, mon cher Leroy. Oui, et 5e étape remportée au sprint par Jasper Philipsen, un doublé pour le coureur d'Alpecin Phoenix qui a déjà remporté la 2e étape dimanche. Le Français Kenny Elissonde a lui profité d'une chute spectaculaire à 12 km de l'arrivée et du retard de Taram pour enfiler le maillot rouge de leader au général. On reste dans le monde du cyclisme et le Tour de Limousin que vous pouvez suivre bien évidemment en direct sur la chaîne L'Équipe. Et on va retrouver notre envoyé spécial Claire Bricogne avec notamment cette 2e étape du Tour qui était très attendue, Claire. Eh oui, parce qu'on s'attendait à beaucoup de suspense, beaucoup de spectacles sur cette étape en Dordogne. Ce fut une étape extrêmement animée et encore un changement de leader. Dorian Godon désormais porte le maillot jaune. Il s'est imposé ici sur la ligne dans un sprint à 6. Dorian Godon, Christophe Riblon, quel numéro aujourd'hui en force du Français? Quel numéro aujourd'hui, ouais. Déjà 2e hier, il était très en forme, très fort. Il a aussi bénéficié, je pense, d'une erreur un peu tactique de l'équipe Cofidis qui a été un peu trop ambitieuse. Christophe Laporte qui n'a pas été en mesure aujourd'hui physiquement de pouvoir défendre son maillot et Dorian Godon qui a parfaitement couru, qui a été très fort, notamment sur la partie finale. On l'a vu notamment aller chercher les toutes dernières échappées et encore lancer le sprint et venir s'imposer devant Warren Barguil sur ce final difficile. Et cette étape qui a été rendue aussi très difficile par les coureurs. On la cherchait, mais c'était aujourd'hui notre étape reine. Demain, on attend la chaleur, le retour de la chaleur sur les routes du Tour du Limousin, Nouvelle-Aquitaine. Question quand même, Christophe, il y a 6 hommes en 20 secondes. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour les autres équipes à partir de demain ? Honnêtement, je pense que le classement général va se jouer entre ces 6 hommes-là. Après, on a une équipe au pouvoir maintenant avec Dorian Godon et l'équipe AG Citroën qui est très forte. Ils ont un très fort collectif, donc je pense que ce sera compliqué d'aller les chercher. Mais on le voit, on l'a vu aujourd'hui avec Christophe Laporte qui hier s'est imposé. Aujourd'hui, il était un peu moins fort. Donc voilà, une défaillance du maillot jaune. On n'est jamais à l'abri sur ce Tour de Limousin. Et puis, messieurs, dames, on a vu Thibaut Pinot être actif dans le final. On le reverra encore sur les 2 prochaines étapes. Le Tour du Limousin, Périgord, Nouvelle-Aquitaine est à suivre sur la chaîne L'Équipe jusqu'à vendredi 14h tous les jours. Et la chaîne L'Équipe est décidément une chaîne d'événements, puisque le grand événement de la chaîne L'Équipe, c'est les 24 heures du Mans, mon cher Leroy. Bien sûr. Dès samedi à 9h40 sur la chaîne L'Équipe, des qualifications qui avaient lieu aujourd'hui pour les 24 heures du Mans. Et on va retrouver notre envoyé spécial, Mylène d'Orange. Alors Mylène, faites-nous un petit récap de cette journée, racontez-nous tout. Exactement, la séance de qualification vient juste de se terminer. Alors, pas de surprise, on a retrouvé Toyota évidemment devant, mais on a vu une marque française à la 2e position, Alpine. On va dire que c'est plutôt pas mal pour une voiture ancienne génération. D'ailleurs, on a récupéré un des pilotes Alpine pour avoir son ressenti, Mathieu Vaxivière. Mathieu, 8/10 de seconde seulement, la Toyota, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est plutôt bien, c'est de bon augure pour la suite des événements ici au Mans. C'est ce qu'on voulait, les mettre un petit peu sous pression. On est entre les 2 Toyota, donc c'est top. Et encore un petit peu de travail, et puis on va essayer d'être ici un petit peu plus près. Pour une voiture ancienne génération, si je puis le dire, on va dire que ce résultat signifie peut-être que la balance des performances est plutôt pas mal. La balance de performance est très bien faite. Voilà, je pense qu'on est un poil encore un petit peu derrière, mais bon, c'est vrai qu'ils font du bon travail et nous aussi, on essaye d'améliorer au plus possible, donc voilà, pour aller chercher les limites. Merci beaucoup Mathieu. Évidemment, aujourd'hui, c'était uniquement la séance de qualification. Demain, il y aura également l'Hyperpole à suivre entre 21h et 21h30. Merci beaucoup. Nabil, un petit commentaire sur les 24 heures du Mans ? À fond derrière Alpine.
Vous êtes à fond derrière Alpine? J'ai analysé la fiche technique de la A480. Pour vous, c'est la meilleure voiture du marché. Moi, Alpine, c'est quand j'étais gamin, c'était la référence. Bon, en tout cas, blague à part, évidemment, c'est un grand événement sur la chaîne Équipe. Vous allez suivre les 24 heures du Mans. On va passer maintenant à Cristiano Ronaldo. Oui, un très très bon joueur. Son avenir agite énormément le monde du football, de Manchester City en passant par le Paris Saint-Germain et aussi au Real Madrid. Pourtant, il semble être une priorité nulle part puisque le Paris Saint-Germain a pris Lionel Messi, que Manchester City veut Harry Kane, qu'Ancelotti a démenti son retour du côté du Real. Alors la question est simple. Cristiano Ronaldo a-t-il toujours la cote sur le marché des transferts habillage à l'américaine? Hugo? Oui, mais sur le déclin. Oui, mais sur le déclin. Nabil? Oui. Oui. Il n'est pas sur le déclin, mais il n'a pas la cote. D'accord, intéressant. Pareil que Dominique, exactement la même chose. Dominique, je vous donne la main. En fait, l'opération, elle est très lourde parce que il faut lui racheter l'année de contrat qui reste à la Juve. Ou alors il se libère, mais en général, c'est plutôt ça, au club qui rachète. Il faut filer 20, 25 ou 30 millions d'euros de salaire et sur un joueur sur qui vous pouvez évidemment profiter tout de suite, qui va vous mettre des buts, qui est un joueur de légende. 36 ans. Il n'y a aucun problème. Il va vous mettre des buts, il va vendre des maillots, mais vous ne pourrez pas le revendre. Donc voilà, c'est un joueur, ça reste un joueur fantastique, qui n'est absolument pas sur le déclin et qui ferait du bien à n'importe qui, et qui est un des plus grands joueurs de l'histoire, même si j'ai dit l'autre jour que je préférais d'autres joueurs. Lionel Messi. Voilà, moi, c'est une question de goût. C'est une question de goût. Question de goût, ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça veut dire que voilà, c'est notre goût. Mais en revanche, sa cote, elle est forcément en train de décliner pour son âge, et c'est tout. Alors justement, le déclin, c'est Hugo qui en parlait. Pour vous, c'est un joueur qui décline? Mais forcément, à son âge, par rapport à ce qu'on a vu, depuis qu'il est à la Juve, il tire moins l'équipe vers le haut que ce qu'il faisait au Real. Il continue à marquer beaucoup de buts. On voit d'ailleurs les chiffres, hein, Hugo. Il n'est pas entouré des mêmes joueurs, Hugo. Hein. Ouais, à la Juve, je suis d'accord. C'est 0,76 buts par match. Au Real, c'était 1,3. Voilà, il était allé à la Juve pour gagner la Ligue des Champions avec la Juve. Bon, ça, ils n'ont pas réussi, mais effectivement, ça vient plus du reste de l'équipe que de lui. Lui, il reste irréprochable. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il a 36 ans, donc il va en avoir 37 la saison prochaine. Pourquoi personne ne se positionne pour lui? Dominique, tu parlais du salaire, c'est pas 20 millions, je pense que c'est le double. Donc il faut mettre énormément d'argent, parce que c'est le deuxième salaire de la planète, derrière Messi en fait, pour schématiser. Donc il faut mettre énormément d'argent sur le salaire, avec certes une garantie qui va planter sur une saison, mais Cristiano Ronaldo c'est 37 ans la saison prochaine, donc c'est pas un contrat longue durée. Après 37 ans, c'est 38 ans pour un avant-centre. Les clubs se méfient, et je comprends aujourd'hui qu'on lui préfère quelqu'un comme Harry Kane, qui est beaucoup plus jeune, qui a une potentielle aussi revente. Mais là, vous parlez de Manchester City, par exemple. Manchester City, sur la durée du contrat, etc., c'est plus intéressant. Le problème, c'est la saison prochaine, il est central dans le projet. Quand tu fais venir Cristiano Ronaldo, c'est pas pour être lieutenant, a priori. Avec Neymar et Mbappé, tu sais que déjà, il phagocyte tout. Il va pas venir pour pas tirer les pénaltys, il va pas venir pour pas le même problème avec Messi. Hein. Quand vous prenez Messi, c'est pas pour qu'il soit troisième lieutenant. Il me paraît un peu plus solide dans le collectif. Mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Franchement, ça ferait un très bon débat d'ailleurs. Mais Nabil, une réaction sur Cristiano Ronaldo? Pour moi, c'est plus qu'un joueur, Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que c'est une attraction incroyable. 36, 37 ans, c'est pas qu'une lecture sportive, c'est pas qu'une lecture de ses stats. Alors évidemment, il est loin d'être cramé, meilleur buteur de l'Euro, plus d'une trentaine de buts avec la Juve. Quand vous, c'est comme la Joconde, quoi. C'est comme Messi, quoi. Mais alors, Nabil, ça reste. Faites venir Cristiano Ronaldo à n'importe quel aéroport d'une capitale de football en Europe et vous allez voir ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Mais juste par rapport à ce que vous me dites, vous me décrivez une Joconde. C'est-à-dire que c'est un homme, normalement, quand il est sur le marché, et là, c'est ce qui semble être le cas, puisque... C'est la plus grande marque de sport en foot. Oui, mais donc... C'est lui qui a le plus de followers. Mais c'est pas que ça qui compte. Mais justement, Hugo, juste par rapport à ça, on sait tous, et on le voit, il est proposé à droite, à gauche, et pourtant, c'est la priorité de personne. Alors, il n'est pas proposé, c'est lui qui a appelé, via Jorge Mendes, le Paris Saint-Germain, par exemple, pour être recruté cet été. Mais oui, mais qui peut prendre Ronaldo et le à part PSG Paris a dit non, parce qu'à l'époque, il pensait que Mbappé allait prolonger, parce qu'il voulait que Mbappé reste central dans leur projet, tout ça. Après, il y a eu l'opportunité de Messi. Alors, Mercato, c'est très long. Personne pensait que... Oui, mais votre question, elle est juste. Votre question, elle est juste. Les situations ne peuvent pas se comparer. Votre question, moi, je l'accepte s'il est libre, comme Ramos, Messi ou d'autres. Là, s'il est libre, il n'y a personne. Bon, bah, même moi. Oui, vous jouez sur l'année de contrat. Non, mais c'est l'équation économique. Bien sûr. Le problème, c'est pas le joueur et ce qu'il représente. C'est l'équation économique d'un football impacté par le Covid, il ne faut pas l'oublier également.
il y a beaucoup de paramètres également qu'il faut prendre en compte. C'est plus facile à faire libre. Il y a aussi le paramètre. Quand il va venir dans un club, il faut bien se mettre dans la tête que tout le club va jouer pour lui. Ah oui. C'est tout. C'est qu'à un moment donné, tu n'as plus de projet. Hein. Le projet, c'est lui et point barre. Il y a pas de. Il a plus du tout la même. Il peut plus partir du côté, rentrer dans l'axe. Maintenant, c'est un joueur de surface. Et ben alors. Non mais il a encore fait une saison énorme. Il est meilleur buteur de Serie A. Tu vas 36 buts. 30 buts, ça c'est une certitude. Mais tu vas pas mettre 40 millions sur Ronaldo, après payer un salaire de 40 millions aussi, pour qu'il te mette 30 buts et qu'il te foute en l'air tout ton schéma que tu as mis 3 ans à préparer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour vous, Pierre, il peut plus être la priorité d'un top club. Mais quand il sera il peut plus. C'est pas qu'il va pas mettre 30 buts. Il va les mettre à la Juve, mais personne va investir de l'argent. Tu veux dire qu'il est limitant pour le collectif? Non, le problème, c'est que tu peux pas partir sur un cycle avec Cristiano Ronaldo. Mais comme a dit Nabil, c'est vrai que c'est le même niveau, c'est la légende, c'est comme Messi. Mais Messi, quand il a su qu'il devait partir du FC Barcelone, il a levé la tête. Où je peux aller? Il pouvait aller que dans 2 clubs, Manchester City, Paris. Manchester City, ils ont dit bon, on veut pas le prendre, et ben il est allé à Paris. C'est comme ça que ça s'est passé. En fait, il n'y avait qu'une seule offre. C'est vrai en plus. Et voilà. Donc on est dans le même cas. Aujourd'hui, Ronaldo, on est dans le même cas. C'est comme les marchés de collection dans l'art. Il a parlé du contexte. Non mais c'est vrai, il y a des trucs. Ça réduit les candidats. Manu, on vous a pas entendu sur le sujet. C'est en rapport à plus pour moi avec la situation économique et des clubs qui peuvent potentiellement se le payer, plus même que le niveau de Ronaldo, parce que s'il y a bien un gars sur lequel tu peux miser même à 36 ans, c'est lui, parce qu'en termes d'exigence, fiable, t'as raison. Sur 2 ans, parce qu'on parle de cycle, mais dans le cycle du foot, 2 ans, c'est déjà un cycle qui est long. C'est-à-dire que lui, tu sais déjà que sur 2 ans, il va te mettre 30, 35 buts, qu'il va t'emmener un degré d'exigence aussi. Mais là où par contre, on parlait pour Messi, le nombre de clubs qui peuvent faire Ronaldo. Par exemple, si Kane était amené à partir, pourquoi pas, par exemple, s'il n'y avait pas ce transfert à 100 millions ou que c'est pas cher, un club comme Tottenham qui a beaucoup d'argent, il te le fait tout seul changer de dimension. Oui, mais est-ce que lui irait à Tottenham? Ça, c'est une autre question, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de Ronaldo, pour moi, c'est moins une question d'âge et de niveau Ronaldo qu'une question de possibilité. Il faut qu'il aille à l'OM. Comme ça, on a Messi à Paris. Mais pourquoi Nabil, Cristiano Ronaldo à l'OM. Ils peuvent déjà pas se payer les là. Soyons sérieux. C'est en feu quand même. Mais attends, mais il doit pas être repris là, paraît-il. Bon bref, non, mais la démonstration de Manu, et je vais continuer dans cette direction parce que pour moi, je trouve que c'est le point central. Manchester City. Manchester City a de l'argent. Ils ont besoin d'un neuf. Ils vont préférer mettre 150 millions d'euros sur Harry Kane. Alors il est plus jeune, peut-être qu'il correspond plus à Pep Guardiola, mais c'est la preuve aussi que les clubs qui ont de l'argent ne misent pas tout de suite sur Cristiano Ronaldo. C'est aussi une question de profil, parce que Ronaldo avec Guardiola, c'est clairement pas compatible. Quand c'est Ronaldo, c'est pas une question de profil. Vous venez de me décrire une marque internationale. C'est l'assurance de 40 buts. Footballistiquement. Ça dépend de quoi vous parlez. Si vous parlez d'investissement marketing, d'investissement sportif, d'investissement... Quoi vous parlez? Si vous voulez acheter une marque, vous achetez la plus grande marque de sport actuellement. Mais c'est un joueur de foot encore, Ronaldo. Il vient de planter 36 buts. D'accord, mais Guardiola, il veut le mouvement incessant permanent. Il veut que Bernardo Silva soit attaquant, milieu, quasiment arrière droit. On a vu le mouvement. Ronaldo, il ne bougera pas des 16 mètres. L'endroit où il est le meilleur sur Terre. Donc il va pas bouger. Je peux vous répondre, Dominique, c'est vrai. C'est une équipe qui est capable de jouer à 10 sans attaquant et pour lui emmener les ballons, c'est bien Manchester City. Totalement. Mais avec Dominique, des passeurs autour, t'as raison. Parce qu'il a Ronaldo en finale de la Ligue des Champions, peut-être qu'il y a des gars dans la surface. Non, parce qu'il joue sans Mahrez. Tu veux dire que Mahrez n'est pas bon? Mahrez, il a plié le Paris Saint-Germain. Il dit Mahrez n'est pas bon. On peut pas tout faire. Incroyable ça. Mahrez, il a plié le Paris Saint-Germain. Je peux pas te laisser dire ça. Mahrez est très bon. Mais il pourra plus tirer les coups. Il vient à la télé dire que Mahrez n'est pas bon. Dominique, vous me parlez de... J'ai pas dit. C'est la thématique du soir. Dominique, vous me parlez de mouvement, vous me parlez de tout ça, vous me parlez d'idées de jeu de Pep Guardiola. Pochettino, il veut des joueurs à haute intensité, qui courent, qui défendent. Déjà, Cristiano du pauvre, c'est Mauro Icardi. Non mais, Messi, quand c'est ces joueurs-là, la question elle se pose pas. Vous pouvez faire Ronaldo, vous pouvez faire Messi, peu importe les schémas, peu importe quoi, vous les faites. Ça veut bien dire que si Guardiola pense pas ça... Guardiola est très dogmatique, je pense. Et pas Pochettino. Ça ne correspond pas. Très dogmatique, mais il a quand même... Pochettino, il aurait fait ce que le club aurait décidé. Si le club avait dit oui à Cristiano, parce que c'est encore une fois Cristiano qui est venu voir le PSG, ils ont dit non à ce moment-là. Je ne pense pas qu'ils le regrettent vu la suite du mercato, puisqu'ils ont. Bah non, c'est Léo Messi. Non, mais après il y en a qui préfèrent Cristiano. Et les mecs qui disent, là, j'ai vu un tweet. Allez-y Nabil. Il est cuit pour un grand club, mais Zlatan aussi, il était cuit. Et à Milan, il y en a, ils pensaient qu'il arrivait en pré-retraite. Il a même eu le temps d'aller. Non, mais c'est des extraterrestres. Et surtout, je veux dire, ces mecs-là, ils ont 37 ans, mais en vérité.
ils ont l'âge peut-être de joueurs qui ont 32 ans en fait dans leur manière de se gérer quoi. Je veux dire, parfois vous avez des joueurs qui n'ont pas leur âge, c'est dans l'autre sens, mais eux c'est dans l'autre sens. Surtout, on va arrêter là. Surtout, c'est un peu irrespectueux pour la Juve parce qu'il est quand même encore dans un très grand club. On va aller voir tout de suite Leroy pour un cadeau à nos chers téléspectateurs. Et on a un vainqueur, c'est Paul Bassin qui remporte cette BD à l'honneur de Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup Leroy, merci à tous sur le plateau. On se retrouve demain bien évidemment pour un nouveau numéro de l'équipe du soir. Merci beaucoup. À demain.